Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. On est fiers de vous retrouver, on est content de vous retrouver sur la chaîne panafricaine Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition de Sans Rancune. On est vendredi soir et comme tous les vendredis soirs, on est en compagnie de Xavier Messé. Bonsoir Xavier. Bonsoir Paul. Vous avez passé une bonne semaine? Oui, une très très bonne semaine. Je suis heureux de vous. Vous avez tombé la veste aujourd'hui? Ben, parce qu'il fait chaud à Yaoundé, très très chaud. Et puis je crois que les téléspectateurs aiment peut-être me voir comme ça. Oui. Comme je ne peux pas m'habiller comme vous, tout ce que vous portez coûte très cher, Paul. Bon, alors je suis simplement en cravate et puis ça va. Yaoundé, ça vous il plaît fait pas, chaud, vous l'avez dit. Oui, ça c'est super élégant. Très bien. Ça donne l'impression que vous êtes pour bosser. En super forme. Yaoundé, donc vous disiez la capitale camerounaise où il fait chaud et surtout où on aura demain le défilé marquant la 40e édition de la fête de l'unité nationale. Bon. On est là. C'est pas une question de col. Là-dessus, on est largué, mais surtout demain, samedi, le 20 mai, ce sera donc l'occasion pour les Camerounais de célébrer leur unité avec la fête nationale au Cameroun. En attendant, nous, on est là ce soir pour parler, comme tous les jours, de l'actualité africaine. Et on ira ce soir dans les cas d'actualité parler d'abord de la France, où le nouveau gouvernement français est connu. La toute première équipe qui va oublier qu'on commentera cette actualité-là avec Xavier Messé, bien sûr. En Côte d'Ivoire, nouvelle mutinerie, les Les chefs de file de l'opposition ont décidé, eux, de boycotter cette célébration de l'unité nationale. On verra si effectivement demain ils n'iront pas battre le macadam dans les différentes villes du pays. Ce sera dans les cahiers d'actualité qui nous sont brossés une nouvelle fois encore cette semaine par Samaël Pomme. On recevra en toute première partie d'émission sur Vox Africa une toute nouvelle émission qui va s'appeler Travelling. Elle est produite par In and Out, réalisée par le jeune Lionel Namé. C'est une émission qui parle des médias et des hommes des médias. Il viendra dans quelques instants nous en dire un petit peu plus sur le synopsis de cette émission-là. Après, on aura l'émir Vanna, on parlera de musique, c'est un chanteur urbain qui viendra donc nous présenter son maxi single qui est intitulé Il est midi, même si là nous sommes à 21h, à 20h GMT. Il est midi, c'est le titre du single. Et en fait, on recevra également Monsieur Fouda Abandapi Claude, qui est donc du mouvement Solidarité Agissante des Jeunes Cameroun, qui lui vient s'adresser, excusez du peu, au président de la République camerounais Paul Biya pour lui demander de favoriser une meilleure insertion des jeunes dans la gestion des affaires publiques, un accès plus facile à l'emploi et l'autofinancement des projets. Tout un programme, on en parlera avec lui dans quelques instants. Le plat de résistance Xavier, ce sera avec un médecin, le docteur Ndundumu, qui nous rejoindra dans quelques instants, qui est le secrétaire général du syndicat des médecins du Cameroun, cet organisme, le CIMEC, donc, dont les membres, ou alors les têtes pensantes ont été affectés dans tous les coins du Cameroun. Voilà, ont eu des affectations disciplinaires. Il faut dire que la plupart d'entre eux sont... Celui que nous recevrons est un généraliste, mais la plupart des têtes de ce mouvement-là sont des spécialistes, des neurochirurgiens par exemple, qui ont été affectés dans les coins les plus reculés du pays sud, pour travailler dans les centres de santé intégrés. On en parlera donc avec le docteur Ndundumu et ce sera le plat de résistance d'échange qu'il aura avec Xavier Messé au cours de cette émission. Enfin, on terminera comme tous les vendredis avec la touche charme de l'émission. Florent Barga nous viendra nous parler de l'image de la semaine. Qu'est-ce qu'on a oublié? Rien. Presque tout On va juste excuser Cabral, qui une nouvelle fois n'est pas là ce soir, pour des raisons, croyez-le, totalement indépendantes de sa volonté. Nous, on marque juste la traditionnelle petite pause pour souffler et on se retrouve dans quelques instants pour entrer dans le vif du sujet. A tout de suite. On est donc de retour sur le plateau de Sans Rancune et on démarre cette émission tout de suite en accueillant l'un de nos invités, celui qui va être là dans quelques instants. Jean-Paul Tchomdou est avec nous. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Paul. Merci d'être notre invité. Je vous présente pas Xavier Messé, que vous connaissez sans doute. Très bien. Que j'ai l'honneur de connaître. Installez-vous. Jean-Paul Tchomdou, je le disais en introduisant l'émission, vous êtes directeur général de In and Out. C'est une boîte de production qui commence à avoir plutôt pignon sur rue au Cameroun. Vous avez quelques productions qui sont qui marchent plutôt bien. Carrière et stratégie qui sont diffusées sur la chaîne locale Canal 2 International. Et là, vous venez ce soir nous parler d'une nouvelle émission que votre maison de production a décidé de produire, excusez le pléonasme. Travelling, elle s'appelle, qui est une émission consacrée aux hommes de médias et aux médias. Écoutez, merci de l'invitation que vous avez bien voulu nous adresser. In and Out, c'est une maison de production créée en septembre 2011. Donc on a en fait nos 5 ans.
Quand même, le temps passe vite. Hein. Oui, le temps passe vite. On pourrait même dire 11 ans puisque nous sommes en 2017. Donc, In and Out est né avec un premier produit qui s'appelle Carrière. Carrière qui a été lancé en février 2012, qui a pour objectif de donner un certain nombre de repères à la jeunesse camerounaise et africaine en général, qui est, vous le savez, en panne ou en manque de repères. On a enchaîné en avril 2015 avec Stratégie, un magazine économique, le magazine de l'économie actuelle. Et là, on a un nouveau produit, un nouveau bébé qui s'appelle Traveling et que Vox Africa a accepté d'héberger, de diffuser. Mais écoutez, moi je peux déjà vous le dire, Vox Africa n'a accepté de l'héberger que parce que le pilote qui nous a été présenté était de très haute facture, très bien fait d'un point de vue technique. Le contenu était très intéressant et très alléchant également. Et nous, on s'est dit, c'est une production qui épousait parfaitement notre coloration d'antenne. On s'est dit, voilà, on veut bien avoir cette émission sur notre antenne. Et vous avez bien fait, parce que si on s'en tient à nos deux précédentes émissions, Carrière et Stratégie, qui se sont fixées comme objectif de répondre aux standards internationaux en matière de production, eh bien, vous avez fait le bon choix. Et je peux dire à vos téléspectateurs que dès le 25 mai, à 21 h, ils regarderont avec beaucoup de plaisir Traveling, la première émission au Cameroun dédiée aux médias et aux hommes de médias. On parlera donc de Traveling dans quelques instants. On va juste vous garder et partir avec vous explorer les cahiers d'actualité qu'on commentera avec vous, bien entendu, Xavier Messé tout à l'heure. Ces cahiers d'actualité, on vous l'a dit en décrivant, en commençant l'émission, ce sera en France où le premier gouvernement est connu. Quels sont les défis de la première équipe d'Emmanuel Macron? On en parlera également. On parlera de la Côte d'Ivoire où les mutins une nouvelle fois ont frappé cette semaine-ci. On a paralysé pratiquement 3 villes de la Côte d'Ivoire, Bouaké, Abidjan et Yamoussoukro. On parlera de la RDC où de nouveaux cas d'Ebola ont été détectés. C'est triste malheureusement, mais on en parlera également. Et on terminera avec le Cameroun où les chefs de file de certains partis d'opposition menacent de boycotter la célébration demain du 20 mai qui en est à ça, vous avez trouvé sa 45e édition. 45e édition, c'est une colle. Qui en est à sa 45e édition. La première édition a eu lieu en 1972. En 1972, voilà, c'est donc la célébration de l'unité camerounaise, c'est la fête nationale camerounaise qui se célèbre donc demain le 20 mai. En attendant, partons explorer ces cahiers d'actualité qui sont brossés par Samaël Pomme. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce cahier de l'actualité qui s'ouvre cette semaine par le Cameroun. À quelques heures seulement de la célébration de sa fête de l'unité, la classe politique camerounaise a toujours du mal à parler d'une seule voix. Pour les manifestations du 20 mai, de nombreux partis politiques ont appelé au boycott du défilé devant le président de la République. Le premier à avoir donné le mot d'ordre, c'est le leader de l'opposition, le Social Democratic Front, qui se dit encore déçu de la gestion de la récente crise dans les zones anglophones du pays. Très vite, le mouvement a été suivi par d'autres partis, notamment le CPP, Cameroun People's Party. Dans un communiqué, Edith Kabanwala demande à tous ses militants de ne pas honorer ce rendez-vous, décriant une marginalisation de sa formation politique dans certaines régions du pays, au profit du parti au pouvoir, le RDPC, et de certains qui lui sont ralliés. Un ton moins partagé par les leaders du Manidem qui, eux, n'ont pas forcément appelé au boycott, mais tiennent cependant à passer un message, je cite, « L'unité nationale ne se décrète pas, elle se construit ». Et d'une revendication à une autre, parlons à présent de la Côte d'Ivoire où la situation semble revenue à la normale. C'est de nouveau le calme dans les rues, écoles, banques et commerces sont rouverts. Les mutins, quant à eux, sont retournés en caserne après 4 jours d'intenses revendications assorties de tirs sporadiques qui auraient fait au moins un mort et de nombreux blessés. Dans une apparition éclair le lundi 15 mai au soir à la télévision nationale, le ministre de la Défense Alain Richard Donwahi avait annoncé qu'un accord avait été trouvé, sans en donner clairement les modalités. Les militaires mutins, quant à eux, tenaient avant tout à être fixés. Les 7 millions par tête promis par l'État en guise de reliquat de primes leur seraient-ils versés en intégralité ou seulement partiellement? Finalement, ce sera 5 millions tout de suite et 2 autres millions en fin juin 2017. Juste un rappel, cette mutinerie avait été déclenchée en novembre 2014 à Bouaké avant de reprendre en janvier dernier. En République démocratique du Congo, c'est également un retour en force, cette fois du virus Ebola. Plus d'une dizaine de cas suspectés de contamination ont déjà été recensés et il y aurait déjà des morts. La confirmation est de l'Organisation mondiale de la santé qui a confirmé 2 décès sur 3 dus au virus. De nombreuses ONG se sont rendues sur le terrain. C'est le cas de Médecins sans frontières qui accuse cependant
des difficultés d'accès à la zone infectée à cause de son enclavement. Mais un enclavement vu aussi comme avantage car il limiterait l'expansion du virus sur le reste du territoire. Refermons ce cahier avec cette actualité qui se poursuit en France. Dimanche 14 mai dernier, Emmanuel Macron, nouvellement élu, a été investi président de la République française. C'était alors lors d'une cérémonie de passation de pouvoir d'avec François Hollande. Un jour plus tard, le jeune président nommait son premier ministre ex-maire en la personne de Édouard Philippe, qui se revendique cependant de la droite, ayant été proche d'Alain Juppé. Un choix relativement apprécié des Français qui n'y sont favorables qu'à un tiers. Mais à travers cette nomination, Emmanuel Macron poursuivrait avant tout sa vision d'une dislocation du jeu politique traditionnel. 2 jours plus tard, l'ensemble du gouvernement a lui aussi été rendu public. C'est tout pour ce cahier de l'actualité. À vendredi. À vendredi, dans Samael Pomme, merci pour ce cahier d'actualité. Et puisqu'on vous a avec nous, Jean-Paul Tchomdou, est-ce qu'il y a l'une de ces actualités qui a retenu votre attention? Malheureusement, le retour de Ebola, maladie terrible qui perdure et qu'on a du mal à éradiquer. Qu'on a du mal à éradiquer en République démocratique du Congo. J'espère qu'ils vont y arriver en parlant des problèmes justement que rencontrent les équipes de Reporters sans frontières. Xavier Messé, commençons par le Cameroun que vous connaissez très bien. Les leaders de l'opposition, certains leaders, notamment le SDF, qui est considéré comme étant la première formation politique de l'opposition au Cameroun, le CPP ensuite de Edith Kabangwala, ont demandé le boycott, ou alors annoncent le boycott de la fête nationale demain. Est-ce que c'est une décision que vous comprenez? Oui, que je comprends parfaitement. Vous savez, on est en démocratie. Et la démocratie veut dire surtout la liberté d'expression. Si les partis politiques d'opposition estiment qu'il y a un certain nombre de conditions qu'ils ont posées, qu'il y a une situation politique, économique qui voudrait qu'ils manifestent de cette manière-là, moi je vois aucun problème. Mais je pense que ceux qui font l'amalgame entre une manifestation politique, une expression démocratique et associée au fait que ce parti manquerait de patriotisme, moi je pense que c'est aller très très vite en besogne. Je ne pense pas que le fait qu'un parti politique choisisse comme mode d'expression le refus d'aller défiler, en fait c'est un déni de patriotisme, moi je ne crois pas. Mais il y a d'autres champs où, par exemple, si un parti politique, nous sommes en guerre contre Boko Haram, si un parti politique, dans ses manifestations démocratiques, prêchait peut-être de ne pas aller en guerre, de ne pas, les militaires n'aillent pas au front, mais ça c'est une attitude qui serait tout à fait condamnable. Alors certains observateurs estiment qu'on ne peut pas amener le champ de la revendication politique sur le terrain de la contestation des institutions en estimant que le 20 mai au Cameroun est une institution. Ben vous savez, le 20 mai c'est une institution, mais c'est également une manifestation politique. Parce que le 20 mai a été choisi comment? En 1972, lorsque l'ancien président, le feu président Ahidjo, avait organisé à la foulée un référendum, je pense que Paul, si vous avez été à cette époque-là, je ne sais pas si vous aurez voté oui ou non. Bon, c'est un acte politique. On a frustré un certain nombre de Camerounais de manifester l'indépendance du Cameroun qui date du 1er janvier 1960. Il y a beaucoup de gens qui sont restés nostalgiques. Cet acte qui a créé la fête de l'unité nationale, c'était un acte hautement politique qui relevait, n'est-ce pas, d'une position gouvernementale, d'une position présidentielle. Ahidjo, à l'époque, on disait était un dictateur, mais il avait pris cette initiative. Mais je ne vois pas l'association qu'on a envie de faire entre un comportement en démocratie. Vous savez, lorsque vous décriez quelque chose en politique et que la liberté que vous avez de manifester, de dire oui ou de dire non, de refuser d'aller au travail parce que vous avez là une attitude politique que vous condamnez ou que vous appréciez, je ne voudrais pas aller dans le même champ que ceux qui estiment que c'est un acte antipatriotique. Non, pas du tout. Alors, jusqu'au moment où nous entrions dans ce studio, aucune de ces formations politiques n'avait levé le mot d'ordre de boycott. J'ai l'habitude de me fier à vos prémonitions. Pensez-vous qu'ils iront effectivement jusqu'au boycott demain? Ben, vous savez, imaginez-vous qu'on puisse ne pas voir le SDF défiler demain sur la place du 20 mai à Yaoundé? Ben, je voudrais d'abord vous dire que le SDF, son bastion électoral, c'est au nord-ouest. C'est le nord-est, c'est-à-dire la zone dont Bamenda est le chef-lieu.
Et que les ressortissants de cette zone-là ont reproché à M. Froundi sa tiédeur vis-à-vis de l'engagement dans la crise anglophone. On a estimé que Froundi était beaucoup plus très proche de Yaoundé, épousait les positions du président Paul Biya. Il a là une occasion qui lui est donnée de dire aux anglophones de cette région-là que non, je compatis, je suis sensible à vos revendications. C'est l'unique occasion qui lui est donnée. Et vous savez, le CPP de Kalawa, c'est une Karawa, elle sort Kawala, elle sort du SDF, c'est une émanation du SDF. Et vous voyez, la proximité avec le SDF et le CPP fait que l'autre a emboîté, Kawala a emboîté immédiatement les pas de Froundi. Et je crois que Froundi a envie de se rapprocher de son électorat. Surtout qu'il y a d'importantes échéances qui approchent. Tout à fait. Alors, nous, on suivra ça attentivement pour vous et vendredi prochain, on vous dira si effectivement ces formations politiques sont allées jusqu'au bout de leur démarche et n'ont pas défilé le 20 mai, ce sera demain, sur toute l'étendue du territoire national au Cameroun. Alors, on a le temps de voir, c'est si proche, on verra ça demain. Demain, on verra demain, effectivement. Ça a tiré encore en Côte d'Ivoire, assez sporadiquement, comme l'a dit Samaël, dans les cas d'actualité, mais ça a tiré quand même, ce qui a inquiété beaucoup de gens. C'est la deuxième mutinerie en l'espace de 5 mois. Oui. D'abord en janvier et là une deuxième fois. La première fois, le président Ouattara a payé. La deuxième fois, il a traîné les pieds 2 jours. Il a fini par payer. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a péril sur le mandat du président Ouattara? Vous savez, lorsque les militaires qui détiennent les armes descendent dans la rue, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et surtout que cette mutinerie qui a commencé à Bouaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire, s'est rapidement répandue. On pensait, lorsqu'il y a eu le premier versement de l'argent, on pensait que ça allait s'arrêter. Elle s'est poursuivie rapidement à Bouaké, de Bouaké à Yamoussoukro, de Yamoussoukro à Abidjan. Ça a même touché San Pedro. Vous voyez, donc, c'était en train de faire une avancée très inquiétante. Et le président Ouattara savait que ces militaires-là avaient dans les rangs de l'armée beaucoup de partisans. Et il a vite fait de prendre une partie de l'armée avec laquelle il a signé un contrat selon lequel cette partie de l'armée s'abstenait de toute réclamation, de toute revendication. Et vous avez vu immédiatement après que le communiqué ait été rendu public, que les armes ont commencé de nouveau à crépiter. Ça veut dire que cette partie de l'armée, les autres, les mutins, ne se reconnaissaient pas en eux. Alors donc, résultat, il a fallu absolument qu'il fasse cette promesse qu'elle a faite. Là, les caisses de Côte d'Ivoire, on le dit depuis la baisse du prix du cacao sur le marché international, la Côte d'Ivoire peine énormément à financer ces projets. On a justement entendu dire que le paiement de ces 5 millions serait venu de la magnanimité du roi Mohamed VI du Maroc. Ben, vous savez, les chefs d'État ont, dans leurs syndicats, dans leurs relations inter-États, une solidarité qui se manifeste lorsque cela est absolument nécessaire. Mais ce qui est évident, c'est que la Côte d'Ivoire, actuellement, qui peine à payer les fonctionnaires, ne pouvait pas trouver cette manne-là. Elle lui est venue certainement de quelque part. Est-ce un don, est-ce une promesse? Mais ceci dit, le président Ouattara vient d'ouvrir une boîte de Pandore qui a des conséquences, qui aura certainement des conséquences graves, parce que il était dos au mur. S'il ne cédait pas, il ne savait pas jusqu'où la mutinerie allait se poursuivre, on pourrait renverser le gouvernement. S'il cède, il permet, comme il a fait en cédant, il a permis aux militaires de gagner et de savoir qu'ils peuvent demain ou après-demain revendiquer. Alors certains disent déjà qu'il a juste reporté l'échéance fatidique parce que la prochaine échéance de paiement c'est à la fin du mois de juin prochain. Oui. On leur a donné 5 millions cette fois, ils attendent 2 millions pour la fin du mois de juin. Il a morcelé en 2 temps, ils vont payer en 2 temps le reste. Est-ce qu'on peut, comme certains observateurs, y voir la main des batailles pour le positionnement de 2020 ? Ben c'est évident. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays qui est complètement balkanisé par des positions politiques. On le sait, les pro-Gbagbo sont restés vigilants, mais ce qui est certain, c'est que les politiques en Côte d'Ivoire n'ont pas une main mise en tant que telle sur l'armée. L'armée
qui a été réorganisée il n'y a pas longtemps. Vous savez, du temps de Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'avait pratiquement pas d'armée. Mais on ne peut pas penser, on ne peut pas dire comme ça de but en blanc que les forces politiques en tant que telles ont une mainmise sur l'armée. L'armée a certainement des options de préférence. Mais vous parlez de l'armée régulière, Xavier Messé. Or, il s'agit là d'anciens miliciens qui ont été intégrés dans les forces de défense. Oui, mais vous parlez des forces nouvelles. Oui. Vous parlez des forces nouvelles. Enfin, je ne parle pas. Je dis que les observateurs disent que... Bon, vous savez, lorsqu'on parle des forces nouvelles qui sont à Bouaké, on voit tout de suite qui est proche de Bouaké ou qui est à l'intérieur de Bouaké. On sait qui a créé les forces nouvelles. On sait la position de cette personne-là aujourd'hui, qui n'est pas dans un fauteuil, il est plutôt dans un strapontin. On peut donc dire que le président... Vous trouvez que le président de l'Assemblée nationale, c'est un strapontin? Ben oui, mais vous savez, mais Paul, lorsque vous voyez quand même la succession du président Ouattara, si on allait de manière démocratique, comme ça se passe en Afrique, en passant une passerelle à quelqu'un, la première personne qui est en bonne position là, ce n'est pas Guillaume Soro. Et nous, on pensait à un moment donné que en cas de passation, en cas de changement en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée avait une voie royale tracée. La réorganisation de la Constitution en Côte d'Ivoire avec la création de la vice-présidence n'a pas créé un boulevard au président de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que on peut regarder de son côté, il a toujours gardé les mains mises sur les forces nouvelles, même si elles ne sont plus organisées comme au moment de la crise politique post-électorale. Mais toujours est-il que ce sont des gens qui sont restés regardants, très très proches de Guillaume Soro. Terminons ces cahiers d'actualité en parlant de la France, un autre pays que vous connaissez très très bien. Emmanuel Macron, on l'a dit, a donc pris les fonctions, a donc pris les rênes de l'État la semaine... Mais vous avez gagné, vous avez été toujours un partisan lointain de Macron. Je pense que ça se dessine. Et félicitations, ça s'est dessiné, il a dessiné gagné. Comme le nez au milieu de la figure. La nouvelle équipe gouvernementale est donc connue. On a pratiquement débarqué tout le monde. Le seul survivant, c'est l'ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui échoue aux affaires étrangères. Et puis François... il a manifesté très très tôt son soutien à Emmanuel Macron. C'était lui le tout premier qui assistait Macron. Il a pris des risques et puis voilà, il est... Mais un autre qui a soutenu Emmanuel Macron, peut-être sur le tard, mais ça a payé également, François Bayrou, qui lui devient donc garde des Sceaux avec rang de ministre d'État. Oui. À part ça, que de nouveaux visages dans l'équipe gouvernementale. Au moins la promesse de la création, si on peut utiliser le terme, d'une nouvelle classe politique en France est en train d'être tenue. Ben, une nouvelle classe politique, peut-être parce qu'il a ramené... dans son gouvernement, il a amené des jeunes gens qui n'ont aucune étiquette politique connue, qui n'ont pas un passé en tant que tel connu, un passé politique connu. Il a rajeuni complètement l'équipe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les politiciens professionnels savent où ils vont aller rester aujourd'hui. Mais en attendant, il faut tout simplement qu'avec cette nouvelle réorganisation, qu'ils réussissent. Parce que Emmanuel Macron qui a été un peu contraint de nommer à la primature quelqu'un qui n'est pas de sa formation politique. Le nouveau Premier ministre vient de droite, il est proche d'Alain Juppé. Même s'il se revendique être et de droite et de gauche et du centre, on sait quand même qu'Emmanuel Macron est socialiste à la base. Et tout de suite, des gens pensent que prendre un Premier ministre de droite va contribuer à disloquer davantage de droite. Vous savez, Paul, ce qu'il faut dire, c'est qu'Édouard Philippe est quand même quelqu'un qui est parti de la gauche. C'est quelqu'un qui, très jeune, a acquis une carte politique au Parti socialiste. On l'a vu évoluer. Sa proximité avec Alain Juppé est une proximité très récente. Lorsque Alain Juppé était proposé, n'est-ce pas, diriger la droite aux élections. Donc c'est quelqu'un dont on connaît le parcours. Il a changé 2 fois ou 3 fois de veste. Et donc c'est quelqu'un qui, son étiquette de droite est une étiquette très récente. Et la mission, quand on voit d'où il vient, quand on sait ce que Juppé devait jouer comme rôle dans cette élection, il a peut-être une mission de balkaniser complètement la droite, parce que Juppé n'étant pas parti,
tout au moins n'étant pas parti dans la course présidentielle. Son arrivée est là pour pouvoir régler les comptes à la droite. Oui, c'est ce que je voulais dire. Finalement, Juppé n'est finalement pas fini. Oui, il n'est pas le roi, mais il est devenu le faiseur de roi. Il n'est pas du tout fini. Et je pense que lorsque vous regardez le parcours du président Macron, son parcours politique, il vient de la gauche. Lorsque vous regardez le parcours du Premier ministre Édouard Philippe, il vient de la gauche. Ils ont connu leur mutation, leur transformation à mi-parcours. Donc, je pense que la gauche n'est pas complètement finie. Le ministre Le Drian, qui n'a pas renoncé à son appartenance à la gauche, est là quelque chose que nous allons admirer. On va regarder ça pendant un bon bout de temps, on va voir comment ça va évoluer. En tout cas, l'équipe Macron, la nouvelle équipe, la toute première équipe de Macron donc est à pied d'œuvre. On va effectivement, comme vous le dites, suivre ça très attentivement. C'est là que nous bouclons ces cahiers d'actualité. Qu'est-ce que je voulais dire sur Macron? Il a déjà un agenda assez chargé. Oui. Il devrait se rendre... il a été en Allemagne, au Mali. Ouais. Il a rendez-vous avec Donald Trump le 25 mai prochain à Bruxelles. Et voilà, donc il a un agenda plutôt bien chargé. Et après, on va voir comment les chefs d'État africains vont se bousculer pour les chefs d'État aller africains, ils vont y aller, ils vont aller rapidement. Ils ont commencé, ils étaient les premiers à envoyer les messages de félicitations. Ça s'aligne. On regarde plutôt qui n'a pas envoyé des messages de félicitations. Merci donc, j'allais dire Jean-Paul Tchomdou, mais vous aviez merci d'avoir décrypté pour nous les cahiers d'actualité qui ont été retenus cette semaine. On dira à nos téléspectateurs qu'on observera pour eux la célébration du 20 mai demain au Cameroun pour voir si les partis politiques d'opposition qui ont prôné le boycott sont allés jusqu'au terme de leur démarche. On marque juste la petite pause et on parle ensuite de travelling avec Jean-Paul Tchomdou, directeur général de In and Out. À tout de suite. On est donc de retour sur le plateau de Sans Rancune et on accueille une nouvelle fois Jean-Paul Tchomdou qui est là avec nous depuis le début de l'émission et qui vient donc nous parler de cette nouvelle émission que vous retrouverez dès le jeudi 25 mai prochain sur Vox Africa. L'émission s'intitule Travelling. D'abord, pourquoi Travelling ? Travelling parce que c'est un peu comme une marque de fabrique de In and Out, une entreprise qui a été créée pour offrir à l'espace télévisuel des programmes de qualité, comme je vous l'ai dit tantôt, qui répondent aux standards internationaux. Et nous, on adore les plans de travelling. Et il y en a malheureusement pratiquement pas au Cameroun. Et nous souhaitons offrir ça aux téléspectateurs pour les mettre en phase avec ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Alors, parlez-nous un peu de travelling, parce que depuis on en parle, on a déjà dit que c'est une émission de médias consacrée aux médias, aux hommes de médias. Mais concrètement, c'est quoi le contenu de travelling ? Alors, le contenu de travelling part d'un constat. Vous savez, les médias fascinent, quel que soit le pays au monde. Au Cameroun, ils fascinent encore plus. Et personne ne sait ce qui se passe de l'autre côté. Quand on regarde un programme comme le vôtre, personne ne sait toute la difficulté, toutes les petites mains qui sont derrière pour produire Sans Rancune. Et on se rend bien compte que les journalistes, malgré leur volonté, créent leur programme, mais laissent la part belle aux non-journalistes. Vous n'avez qu'à voir tout ce qu'il y a dans l'espace audiovisuel comme émissions avec des noms d'émissions de médias, mais qui malheureusement sont des émissions politiques et qui accordent très peu d'espace aux médias. Nous avons décidé de corriger ça, de créer une tribune qui permette aux téléspectateurs qui vous regardent à la maison d'entrer dans les coulisses des magazines, des programmes, de la fabrication des journaux, mais aussi de valoriser ces acteurs, hommes et femmes, qui chaque jour travaillent pour qu'à la télévision ou pour que dans les kiosques à journaux, on puisse retrouver les journaux. Donc, c'est un peu un sacerdoce, c'est notre mission. Nous avons envie de décrypter tout ce qui se passe dans cet univers et de permettre aux gens de passer un bon moment en regardant également un programme télé. Alors, oui, Javier. Non, mais je voulais demander à Jean-Paul, ça veut dire concrètement, lorsque vous venez à Sans Rancune, vous ne verrez pas que Paul, vous ne verrez pas que Xavier Messier, mais vous irez dans la cabine savoir qu'est-ce que c'est qu'une maquilleuse, c'est ça? Ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'un script? Qu'est-ce que c'est un producteur, c'est ça? Exactement. Ça veut dire qu'on permettra aux téléspectateurs d'entrer dans la fabrication de Sans Rancune. Quitte à ce que ce soit en salle de maquillage, les techniciens qui sont en train de travailler dehors, derrière, les cadreurs, le réalisateur. Voilà. On permet aux téléspectateurs de décrypter morceau par morceau la production des émissions télé. Pareil pour la presse écrite. Un journal de presse, un journal, comment est-ce qu'il se monte? Comment est-ce qu'il se décide? Comment est-ce qu'on choisit les angles de traitement? Qu'est-ce que c'est que la conférence de rédaction? Je vous prends un exemple, le journal de 13 télé, radio. Il y a très peu de Camerounais qui savent comment on le fabrique.
nos équipes ont suivi, des journalistes sur le terrain, ont suivi la conférence de rédaction, ont suivi le débriefing. Après, on est allé à Vision 4, on est venu à Vox. Donc, les téléspectateurs, chaque mois, auront comme ça la possibilité d'entrer dans les coulisses des différentes écoutez, nous on va commencer tout de suite. C'était pas prévu dans le conducteur, mais le réalisateur de Travelling est justement là. Lionel, viens Lionel pour qu'on te voit. Oui, voilà. Nous on va commencer à montrer les coulisses. Eh bien, Travelling qu'on va retrouver donc à partir du 25 mai prochain sur Vox Africa est réalisé par ce jeune monsieur Lionel Namé. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Merci. Là on t'attend pas parce que tu n'as pas de micro. Alors, c'est donc Lionel qui a réalisé cette émission. Cette équipe est venue voir In and Out et leur a dit voici un produit qu'on a et vous avez accepté de le produire. Pourquoi? Mais on a spontanément accepté, d'autant plus que dans les armoires de In and Out, on avait un projet similaire. Et il faut peut-être le dire aux gens, il faut savoir faire abstraction de ce qu'on veut. In and Out avait un projet de produire un magazine sur les médias. Et quand Lionel est venu nous voir, on a trouvé intéressant. Et l'avantage, c'est qu'il vient avec un produit et c'est lui qui réalise. Et croyez-moi, au Cameroun, c'est parce qu'il court les rues, les réalisateurs. Il est extrêmement talentueux, ce jeune qui a été formé au Cameroun, et qui nous a montré quelque chose qui, en très peu de temps, pouvait devenir opérationnel. Il ne s'est pas arrêté au niveau de l'idée. Il allait très loin, jusqu'à découper toutes les missions, les différentes rubriques, les valeurs des plans, les mouvements de caméra. Et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à décider de travailler avec lui. Alors, pourquoi avoir fait le choix de faire une émission comme ça, avec une périodicité mensuelle? On s'attendrait à ce que ce soit un hebdo, à la limite un bimensuel. Pourquoi Écoutez, l'expérience en matière de production nous enseigne qu'il faut être prudent. Ok? C'est vous qui choisissez votre périodicité. Et dès que vous la choisissez, vous créez un rendez-vous, vous prenez un engagement devant le téléspectateur. Vous ne viendrez pas après lui expliquer que pour telle ou telle raison, vous n'avez pas pu tenir. Alors nous, on est prudent. On décide de faire Travelling au début. Une fois par mois. Une fois par mois. Et si les téléspectateurs adhèrent, si le programme connaît le succès qu'on lui promet, alors on n'aura aucun problème à passer en hebdo ou en quotidien. Alors dernière oui, non, allez-y. Jean-Paul, on connaît un peu l'engouement des chaînes de télévision sur des émissions qui sont produites à l'extérieur et pas des spécialistes comme ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous aurez l'exclusivité avec des chaînes de télévision ou bien vous allez diversifier vos produits? Alors, c'est peut-être un choix personnel. Il y a un certain nombre de pratiques dans ce pays que nous condamnons. Une émission crée l'identité, fait partie de l'identité d'une chaîne. C'est une aberration que de voir ce qui se passe au Cameroun avec des émissions diffusées sur plusieurs chaînes spontanément. J'ai envie de dire qu'il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Et tout comme on voit des annonceurs capables de monopoliser 3-4 chaînes de télé le même soir pour offrir un produit sur la marque. Non, ce n'est pas des choses acceptées, même si financièrement, ça permet aux chaînes de télé de vivre. Non, nous diffusons nos programmes sur une et une seule chaîne. Et dans le cas d'espèce, Travelling sera diffusé sur Vox Africa, uniquement sur Vox Africa. Maintenant, en ce qui concerne la saison 2, ou alors si Vox Africa émet le vœu d'agrandir l'audience de Travelling, le programme et nous pouvons décider de passer sur une seconde chaîne. Vous voyez, en Europe, comme c'est des grands groupes, après TF1, vous verrez sur NT1, et puis des choses comme ça. Mais on n'a pas du tout l'intention de multiplier les chaînes de diffusion. Alors, pour sortir, Travelling sera diffusé sur Vox Africa, qui a un auditoire panafricain. Ouais. Est-ce que le téléspectateur qui nous regarde ce soir au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Mali ou au Bénin, qu'est-ce qu'il doit s'attendre? Comment est-ce qu'il va accrocher Travelling? Alors, ce qui va l'accrocher, c'est que le téléspectateur, une émission de télé, c'est une émission de télé, qu'elle soit faite au Tchad, au Cameroun, en France, c'est une émission de télé avec un certain nombre d'exigences. On va plonger le téléspectateur, qu'il soit camerounais, tchadien, sénégalais, dans les coulisses de la production de télé. Un journal imprimé se fabrique de la même manière, c'est-à-dire qu'une conférence de rédaction... Oui, mais sauf que lui aussi, il aimerait voir les hommes de médias du Sénégal, du Tchad dans l'émission. Oui, mais le positionnement de la chaîne nous permet justement de créer ces opportunités-là. Voilà. C'est-à-dire que nous voulons simplement prendre des engagements que nous allons tenir. Dans un premier temps, Travelling démarre au Cameroun. Vox Africa étant une chaîne panafricaine, probablement qu'on aura la possibilité de s'appuyer sur son réseau pour offrir des rubriques spécifiques qui pourraient être traitées quel que soit le pays. On le promet, mais pour le moment, nous démarrons avec le Cameroun pour que la mayonnaise prenne et que les téléspectateurs d'Abidjan nous réclament plutôt.
Voilà. Eh bien, ce sera donc tous les derniers jeudis du mois, et à commencer par le dernier jeudi de ce mois de mai. Ce sera le 25 mai prochain sur Vox Africa à partir de 20h GMT, 21h en Afrique centrale. Vous retrouverez donc Travelling, le magazine consacré aux médias et aux hommes de médias. Merci Jean-Paul d'être venu sur ce plateau. Merci. Je profite de votre plateau pour demander aux téléspectateurs de Vox qui sont si exigeants de prendre, n'est-ce pas, prendre la peine de regarder Travelling et de nous renvoyer leurs impressions après. Voilà, renvoyer nos critiques et suggestions pour qu'on s'améliore tous ensemble. Félicitations encore Lionel. Nous on vous dit félicitations parce qu'on a vu le pilote. Les téléspectateurs vous le diront une fois qu'ils auront vu l'émission le 25 mai prochain. D'ici à là, au 25 mai, parce qu'on regarde. Rendez-vous le 25 mai à 21h sur Vox Africa. 20h GMT. Ouais, 20h GMT. On va finir par y arriver. Rendez-vous le 25 mai prochain, 20h GMT, sur Vox Africa pour la première édition de Travelling. On marque juste la petite pause tout de suite et on accueille notre deuxième invité. Ce sera le docteur Patrick Ndoundoumou. On souffle avec une petite virgule et on se retrouve tout de suite après. On revient donc sur le plateau de Sans Rancune pour la deuxième partie de l'émission qu'on va commencer tout de suite en accueillant celui qui va constituer le plat de résistance de cette émission. Le docteur Patrick Ndoundoumou est le secrétaire général du CIMEC. Il est l'invité de cette édition de Sans Rancune. Bonsoir docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente Xavier Messé. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue. Merci. Installez-vous. Alors, merci une nouvelle fois, docteur Ndoundoumou, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc médecin, vous êtes secrétaire général du syndicat des médecins du Cameroun, cette organisation qui a d'abord été, comment on dit ça Xavier, méconnue par le ministre de la Santé qui a dit qu'il ne la reconnaissait pas. Et par la suite, qui ne sont pas en règle. Voilà, et par la suite, qui vous a reconnu et de fort belle manière, on le disait, Xavier et moi en introduisant l'émission, en affectant la plupart d'entre vous dans des régions, dans l'arrière-pays carrément. Vous-même, vous revenez, je crois que vous êtes parti du poste que vous occupiez. Que j'occupais, où j'ai passé service tout à l'heure, oui. À 14h. Mon collègue qui vient de la Damawa, lui. Oui. J'ai eu l'honneur. Alors, vous étiez où? J'étais à Konan, centre médical d'arrondissement de Konan. D'accord. Dans la région du centre. Dans la région du centre. Et maintenant, vous allez où? Maintenant, je vais au Mayo Baléo, dans le département de Tignière, je crois bien. Oui. Dans la Damawa, dans la région de la Damawa. D'accord. Voilà. Ok. Vous êtes encore dans la Damawa parce qu'il y a certains de vos collègues qui sont. Oui, qui sont quand même. docteurs là, qui va se retrouver à Mozogo. D'ici de santé de Koza dans l'extrême nord. Docteur Kamta. Docteur Kamta qui va en Gaoui, ça c'est dans la Damawa aussi. Oui. Et puis docteur Basson qui va à Somalomo dans le district de santé de Messamna, je crois bien, dans la région de l'Est. D'accord. Je profite d'ailleurs pour les féliciter tous pour leur promotion. et nous on en profite pour vous féliciter. Donc moi j'étais déjà médecin-chef, donc moi je suis un peu habitué à la nomination par rapport à eux. Voilà. D'accord, voilà, eux ils vont donc devenir médecins-chefs. Merci pour avoir cette touche d'humour que vous n'avez pas perdu. Merci infiniment docteur Ndoundoumou d'être sur ce plateau. On parlera donc avec vous du CIMEC, oui. Des revendications qui sont les vôtres, oui. De ces affectations qui sont, quoi qu'on dise, même si on a le sourire, qui sont disciplinaires, oui. Destinés à tuer donc votre mouvement. Ce sera le plat de résistance de cette émission, etc. dans l'échange que vous aurez tout à l'heure avec Xavier Messé. En attendant, on va juste partir retrouver un jeune Camerounais qui, lui, n'est pas dans la revendication, mais c'est tout comme vous, qui, lui, s'adresse au chef de l'État parce qu'il réclame une meilleure insertion des jeunes dans la gestion des affaires publiques. Fouda Ahanda Pierre-Claude est le président du SAGEC. Monsieur Ahanda. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sapé comme, je vous présente Xavier Messé. Comme le président. Comme oui, comme le président. Bonsoir, président. Bonsoir. Installez-vous. Merci. Alors, vous êtes le président du mouvement Solidarité agissante des jeunes du Cameroun. Ça s'appelle, c'est en abrégé SAGEC. Oui. Alors, c'est quoi le ou la SAGEC? Ce mouvement, c'est un mouvement de jeunes oui. qui a pour vocation de présenter les problèmes des jeunes au chef de l'État. Oui. Donc, dans ce mouvement, nous pensons qu'il est grand temps. Alors, vous ambitionnez de lui poser les problèmes au chef de l'État ou alors vous les lui posez déjà?
C'est encore un projet. C'est encore un projet. D'accord. Parce que nous allons tenir l'Assemblée générale dimanche. Oui. Puis après la tenue de l'Assemblée générale, nous allons donc le déposer dans ses bureaux. Voilà. Alors, donc, vous, je veux qu'on soit sûr qu'on s'est bien compris. Que vous dites que vous allez désormais vous adresser au chef de l'État et lui poser les problèmes des jeunes Camerounais. Justement. Quels sont les problèmes que vous avez recensés, entre autres? Nous avons d'abord la question de l'emploi jeune. Nous avons le problème de l'insertion, l'intégration des jeunes dans la gestion des affaires de l'État. Nous avons le problème du SMIC qui paraît très insignifiant actuellement. Nous avons des problèmes d'abus d'autorité et bien d'autres encore. Alors, vous avez le Conseil national de la jeunesse, vous avez le ministère de la jeunesse, vous avez l'organisation des jeunes du parti, le RDPC au pouvoir. Alors, à tous ce niveau, vous êtes incompris pour aller directement toucher le chef de l'État? Vous savez, M. Xavier, je suis déjà membre du parti, du RDPC. Je suis dans l'OJRDPC. Je suis également membre du Conseil de la jeunesse. Mais cependant, il n'y a pas d'aura dans ces institutions. Vous savez, nous avons toujours l'impression que les jeunes qui sont autour ou qui sont dans ces mouvements sont des jeunes plus ou moins manipulés, qui acceptent la réalité qui ne paraît pas juste. Puisque vous êtes vous-même dans le parti, ça veut dire que vous êtes peut-être vous-même manipulé, alors? Et justement, parce que nous ne voulons pas de la manipulation, c'est pour ça que nous sortons, nous disons, nous faisons un mouvement national qui... Donc vous avez quitté le parti? Non, je dis ceci, n'est-ce pas? Nous pensons qu'il est temps que le jeune revendique ce qui lui est de droit. Alors, cela ne mérite pas de discrimination partisane. Sur la revendication des droits des jeunes, nous on est totalement d'accord. Mais Xavier vous pose quand même un problème, une question qui me semble importante. C'est-à-dire que le chef de l'État a mis en place un certain nombre d'institutions. Il a, par exemple, créé tout un département ministériel consacré aux questions des jeunes, c'est le ministère de la Jeunesse. Il y a derrière ça le Conseil national de la jeunesse qui travaille en étroite collaboration, me semble-t-il, avec le ministère de la Jeunesse. Il y a cette instance dans le parti auquel vous appartenez, le Rassemblement des voitures pour Camerounais, qui a sa branche des jeunes, qui sont, à mon avis, et de l'avis de Xavier également, des différents paliers qui vous permettraient de poser les revendications des jeunes. Pourquoi vous choisissez de vous adresser directement au président de la République? Parce que nous pensons que généralement ces institutions ne formulent pas les revendications réelles, les doléances réelles des jeunes. Parce que dans ces autres mouvements, c'est la volonté des aînés. Vous dites ça, vous n'avez pas essayé? Non, nous avons essayé. Ah, vous avez essayé? Nous avons essayé en interne, surtout au niveau du Conseil national de la jeunesse, mais nous avons paru très incompris. D'accord. Parce que nombre des leaders là-dedans sont des gens dont une main plane au-dessus, qu'on impose dans ces mouvements. Alors il fallait être plus libre pour s'exprimer. Alors chaque fois que vous allez poser vos doléances au chef de l'État, et s'il renvoie ces doléances au ministère de la Jeunesse ou bien au Conseil national de la Jeunesse, qu'est-ce que vous direz? Vous aurez encore quel recours? Nous pensons que déjà nous sommes convaincus que ce ne sera pas le cas, parce que le Conseil de la jeunesse... Dites-nous tout, vous avez eu un aparté avec le chef de l'État? Tant qu'à faire, il faut qu'on sache. Non, vous savez, je ne suis pas seul dans ce mouvement. Avant la question de Xavier, lui, il est déjà au niveau où le chef de l'État a effectivement reçu vos revendications, il les transmet. Moi, je suis encore au niveau où, comment vous faites pour qu'ils les reçoivent? Tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle désormais. C'est aussi simple. Nous finissons après l'Assemblée générale, nous allons dans ces services et nous déposons comme tout courrier et nous demandons également l'audience au chef de l'État. D'accord. Après l'audience, on saura également jusqu'au qu'est-ce qu'il en décidera. Alors, vous savez quoi? Il y a des gens qui regardent cette émission ce soir qui vont vous appeler et qui viendront dans votre mouvement parce qu'il y a des gens qui, dans ce pays, cherchent à rencontrer le chef de l'État depuis 30 ans. S'ils savent que vous savez comment faire pour le rencontrer, je pense que moi-même, je ferai partie de ces gens-là. Je veux m'inscrire sur la même liste. Bon. C'est pourquoi je disais, tant qu'à faire, dites-nous tout. Si vous avez un bon réseau pour avoir le chef de l'État. Moi, je pense qu'on doit déjà sortir de ce phénomène de réseau. Qu'on doit simplement penser que quand on est Camerounais,
et qu'on a besoin de rencontrer le chef de l'État, il suffit d'aller remplir l'audience. S'il pense que ce pourquoi vous voulez le rencontrer est fondé, alors il va vous recevoir. Il va vous recevoir. C'est un droit des citoyens. Mais Paul, qu'est-ce qui vous reste encore? Cet optimisme-là qui est très affiché. Je ne suis pas seul. Je pense que le docteur Nounou, moi, après la fin de l'émission, on va vous voir pour que vous nous dites, pour qu'on rentre, on se mette derrière vous, parce que. Alors, je voudrais juste sortir. Est-ce que les doléances que vous souhaitez poser au chef d'État se feront sous forme de. Est-ce que vous allez manifester? Est-ce que ce sera des revendications? Alors vous le rencontrerez simplement pour lui dire voici ce que nous pensons que vous devez faire, Monsieur le Président de la République. Voilà, nous avons rédigé un mémorandum. Oui. Nous allons le lui présenter avec des solutions, parce que nous proposons également des solutions là-dedans. Et ça dépend de lui, ça dépend de ce qu'il trouvera mieux de nous accorder. Mais c'est pour inciter surtout le dialogue, parce que l'action, c'est d'inciter le dialogue entre les dirigeants et nous, afin qu'ils prennent en compte la question du jeune. D'accord. Qu'ils comprennent au fond ce que le jeune vit réellement. D'accord. Donc, c'est mieux que nous-mêmes nous portions notre action, parce qu'il faut le dire, c'est une action des jeunes portée par les jeunes pour les jeunes. Bon, je peux déjà vous assurer d'une chose, le ministre de la Jeunesse ne va pas beaucoup vous aimer. La deuxième chose dont je peux vous assurer, c'est que notre antenne vous restera ouverte. Vous tenez votre assemblée générale, vous faites votre mémorandum. Une fois que vous l'avez déposé et que le chef d'État vous a reçu, revenez nous voir et dites-nous ce que vous vous serez dit. Merci bien déjà pour... Merci. Merci infiniment, M. Fouda. Je rappelle donc que vous êtes le président du SAGEX, la solidarité agissante des jeunes du Cameroun, et que vous envisagez donc l'adoption d'un plaidoyer pour l'intégration des jeunes dans la gestion des affaires de l'État, un mémorandum que vous comptez soumettre personnellement, en main propre, au président de la République camerounaise. C'est bien ça? Et justement, je veux ajouter quelque chose, c'est que parmi les revendications, nous pensons qu'il est temps qu'on adopte un certain quota de jeunes dans la gestion des affaires de l'État, soit 30%. Voilà. Elles réclament combien, les femmes, déjà? Ben, les femmes, elles sont à peu près 15%. Hein. 15% de femmes, 30% de jeunes. Ben oui. Ils ne vont pas être à la noce, les gens qui dirigent ce pays. De toutes les façons, nous, comme je vous ai dit, notre antenne vous est ouverte, c'est bien, c'est une bonne initiative. Revenez surtout nous dire ce qu'il en sera quand vous aurez rencontré le président de la République, et surtout qu'il y a d'autres gens qui veulent le rencontrer. Donc, une fois que vous nous direz comment on fait, si ça marche, votre affaire d'audience. Voilà, si ça marche avec les audiences, voilà, pourquoi pas on fera tous une audience. Mais à mon avis, des audiences, ça ne marche pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression que ça marche. Merci infiniment, M. Fouda, Claude, d'être venu sur ce plateau. On attend donc que vous veniez nous dire comment ça sera passé avec votre premier rendez-vous avec le chef de l'État camerounais. Alors, Xavier, on a beaucoup parlé depuis le début de l'émission. Je vous propose qu'on aille marquer une petite pause en musique. Oui. Je suis content de voir que le docteur Nounoumou n'a pas totalement perdu le sourire et son sens de l'humour. On va juste souffler en musique. Et on va retrouver un jeune artiste dont j'ai par ailleurs le bénéfice de l'amitié, qui viendra nous présenter son nouveau maxi-single, je vous le disais en introduisant l'émission, qui est intitulé « Il est midi ». En attendant, on retrouve le Mirvana sur Vox Africa. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau nous présenter donc ce magnifique. Et cette chanson me rappelle, j'ai l'impression qu'elle me rappelle quelque chose. J'en profite d'ailleurs pour dire un gros big up à un ami de très longue date, Ali Boumaye, qui navigue actuellement du côté des eaux du Congo. Alors parlons-nous de ce single-là, Il est midi. Il est midi, c'est le nouveau projet que j'essaie de promouvoir en ce moment. Oui. Après quelques années de silence, je reviens avec ça. Justement, moi j'avais posé la question de savoir pourquoi le silence? Bon, pas réellement le silence, j'essayais de faire des choses, mais c'était pas toujours le bon moment, donc c'était pas connu forcément, mais bon, j'ai fait en 2011, Laisser le vieux tranquille, avec la CNPS. En 2014, j'ai fait l'album Le Retour de l'ancien nouveau. C'est vrai que ça n'a pas été connu parce que la promo n'a pas été faite. Oui. Bon, maintenant, je reviens avec Il est midi pour annoncer Ticha. Après Ticha. Voilà, justement, je voulais parce qu'en général, les singles, les maxi-singles annoncent la sortie d'un album. Bon, là, Il est midi n'annonce pas un album, ça annonce l'autre single, Ticha, qui est même déjà prêt. Alors, pourquoi, et ça, c'est la question qu'on pose à tous les artistes qui nous font l'amitié de venir sur notre plateau, pourquoi faire le choix du single aujourd'hui? C'est-à-dire que de plus en plus, on ne sort pas d'album, on fait un single, on fait un maxi-single à la limite avec 2-3 chansons. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, l'Afrique commence à accepter le single. Parce qu'avant, un gars ne peut pas acheter un son. Il a acheté un truc avec beaucoup de sons. Et puisque les gens acceptent ça, donc du coup, si tu fais un album, des fois, tu n'as pas beaucoup de chance que les gens écoutent tout l'album. Ils vont écouter le son qui est diffusé en vidéo.
Alors si tu as fait une seule vidéo, ils vont écouter que ce son, parce que c'est ça qu'ils connaissent, ils voient la télé tout le temps. Donc du coup, tu commences comme ça. Tu attires tout le monde vers toi, sur un son, après 2, après 3, après, quand Mais le truc, c'est que toi, tu n'es pas anonyme, c'est-à-dire que tu as quand même un background sur la scène artistique urbaine au Cameroun. Tu as 2 ou 3 opus qui sont déjà sortis. On te connaît bien. Pourquoi rester dans la thématique du single? À côté de ça, il y a d'autres artistes qui ont un parcours similaire au tien, qui, eux, sont sur le terrain des albums. Ouais, mais parce que des fois, on a envie de s'adapter aux nouvelles choses. Si tu reviens nouvellement, tu deviens un peu nouveau aussi. Oui. Donc, tu essayes de respecter ce que la nouvelle génération, le nouveau public. Oui, mais justement, parlant de la nouvelle génération, parce qu'il y a une grosse concurrence aujourd'hui avec tout ce qu'il y a. Je vais citer quelques noms que tu connais très bien, des potes à toi, Magasco, Ténor, toute cette nouvelle génération de la scène urbaine qui, elle, fait plutôt des albums. Non, ils viennent d'abord avec un son, après 2, et après comme ça. Une demande d'explication? Aucune demande d'explication. Je vais juste rappeler que tous les médecins sont tout à fait normales d'un fonctionnaire. Les médecins qui ont été affectés, moi par exemple, ça fait 11 ans que j'exerce au Cameroun, aucune demande d'explication, aucun blanc. Vous partez d'Akono pour Adamaoua, ce sont des localités identiques. Là où vous partez, au plan urbain, c'est même beaucoup plus important qu'Akono, qui est juste... Mayo-Baléo, c'est Malo-Baléo, l'arrondissement, la ville de Malo-Baléo, je crois que c'est environ 3700 ou 3900 habitants, disons 4000. Docteur Ndoudoumou, vous avez répandu dans les médias le terme affectation disciplinaire, mais jusque-là, il n'y a aucun élément qui justifie que c'est une affectation disciplinaire. Non, c'est justement, ce sont ces éléments-là que j'étais en train de lister. Maintenant, je n'ai pas terminé, parce que maintenant, lorsque vous prenez cette note d'affectation, on dit docteur Basson, qui est neurologue, on occulte expressément son titre de neurologue, on se limite à médecin. Non, il est reconnu comme neurologue. C'est comme ça que la fonction publique l'emploie. Et je rappelle qu'au Cameroun, il y a de neurologue, on se limite à médecin. Non, il est reconnu comme neurologue. C'est comme ça que la fonction publique l'emploie. Et je rappelle qu'au Cameroun, il n'y en a que 12 pour tout le pays. Alors, le prendre, l'affecter dans une zone qui couvre à peine 1000 habitants, alors qu'il part d'une zone où il couvrait 2 millions d'habitants. Et là-bas, il y a aussi des non, c'est justement raison de plus. C'est pour cela que, d'ailleurs, nous avons décidé, nous tous, de rejoindre nos postes d'affectation. Il y a des Camerounais là-bas. Et en tant que syndicalistes, nous avons le droit, puisque c'est ce que nous défendons, nous avons le droit d'aller vers ces populations-là. Alors, on affecte les prendre en charge. Dans un centre où il n'y a pas d'équipement en neurologie. C'est peut-être une raison pour qu'on je vous renvoie la question. On espère que ce sera... Il faut déjà d'abord que la route y arrive. Maintenant, si vous avez un peu fait des recherches sur l'équipement qu'il faut pour qu'un neurologue puisse travailler, j'espère qu'on y amènera un scanner, qu'on y amènera une imagerie par résonance magnétique, qu'on y amènera un électroencéphalogramme. Mais certains ont pensé que le ministre a bien fait de vous envoyer dans des zones aussi reculées pour que votre science, votre technicité, les Camerounais qui sont là-bas en profitent aussi. Vous voyez, pour résoudre le problème Boko Haram, on a envoyé le BIR, c'est la même chose. On n'envoie pas n'importe qui dans ces zones d'affectation. Les syndicalistes, c'est des travailleurs assidus, c'est des travailleurs qualifiés, c'est des travailleurs, j'allais dire, résistants, endurants. Voilà. Alors, le ministre de la Santé estime que votre syndicat, le SEMIC, n'est pas du tout reconnu. Ce n'est pas un mouvement régulièrement enregistré au ministère de l'administration territoriale, mais vous persistez dans un mouvement irrégulier comme ça. Pourquoi vous n'avez pas pris soin de régulariser d'abord votre syndicat avant d'y entamer des actions? Vous savez, c'est un débat que... moi, j'ai tendance à penser que c'est un débat qu'on met en avant pour nous écarter des vrais problèmes. Mais je vais quand même répondre à cette question. Le Cameroun est un pays qui évolue aujourd'hui dans un contexte de mondialisation. Le Cameroun n'évolue pas en vase clos. Le ministère de la Santé, d'ailleurs, obéit, répond souvent et puis utilise des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui est une organisation internationale. Le Cameroun, pour résoudre le problème de Bakassi, a fait appel à la Cour internationale de justice. Alors, l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail, dont le Cameroun est membre, et le Cameroun est d'ailleurs candidat pour être membre suppléant de son conseil d'administration. J'espère que tout ça ne va pas nuire à cette élection-là, à cette demande de poste. L'OIT a défini des conventions sur la liberté syndicale et sur la liberté de négociation collective que le Cameroun a ratifié, pas aujourd'hui, depuis les années 1960. Et puis, dans ces conventions, il est clairement stipulé que les travailleurs
sans distinction et sans autorisation préalable, peuvent se constituer en syndicat, la seule obligation étant de se conformer au statut de cette organisation. Maintenant, dans son article 4, cette même convention stipule que ces organisations ne sont pas sujettes à dissolution ni à suspension par voie administrative. Ça, c'est un engagement que le Cameroun a pris. Parce que les gens, maintenant on va dire, il y a des lois nationales, mais attention, la loi fondamentale du Cameroun, c'est la Constitution. Et dans cette Constitution, dans son article 45, il est clairement dit que tous les traités dûment ratifiés sont supérieurs aux lois nationales. Alors, on veut bien qu'on nous oppose une loi de liberticide de 1968, qui a par ailleurs été abrogée par la loi de 90 sur les libertés d'association. On veut comprendre. Et puis, donc, ça veut dire que le CIMEC aurait même pu se limiter uniquement à faire son assemblée générale constitutive, à rédiger ses statuts et puis à dire au ministère de la Santé, bon, nous existons déjà. Mais le CIMEC ne s'est pas arrêté là. Le CIMEC est allé vers la préfecture, qui est un démembrement de l'administration territoriale, où le CIMEC a déposé un dossier le 25 juillet 2016, avec un récépissé de dépôt au courrier. Alors, sommes-nous aussi responsables juillet, c'est bientôt, ça va bientôt faire un an. Sommes-nous également responsables de l'acteur administratif? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une volonté de nuire? Je ne sais pas. Vous avez dit, dans ce cas, on exerce. Oui. Dans ce cas, nous exerçons. Parce qu'on ne peut pas, vous avez une ménagère à la maison, on est dans un studio, il est tout propre. Quand la ménagère viendra dire à mon ami Paul, j'ai plus de savon et ma serpillère est foutue pour faire le ménage, vous pensez qu'elle a besoin d'autorisation pour le dire à Paul? Alors, docteur Ndoudoumou, vous êtes fonctionnaire dans la fonction publique. Oui. Les fonctionnaires n'ont pas ce statut, ils n'ont pas l'habitude de gréver, mais pourquoi vous, dans un corps aussi sensible, vous avez choisi de gréver? Vous êtes régulièrement payé, vous avez votre salaire, qu'est-ce que vous demandez? Bien, il faut rappeler le contexte. Je ne vous apprends rien. Vous savez que l'image du médecin et de la médecine au Cameroun est tellement écorchée, à tort ou à raison. Des scandales ces derniers temps ont envahi ou alors meublé le paysage médical du Cameroun. Je ne vais pas rappeler ces éventrations à ciel ouvert qu'on a vues, des confrères qui décèdent parce que par morsure de serpent dans des zones reculées, des consoeurs qui décèdent à l'entrée d'un hôpital après avoir fait l'objet d'une partie de ping-pong entre un hôpital et un autre parce qu'il fallait payer, parce qu'ils n'avaient pas de moyens, Quand vous êtes malade, même si vous êtes milliardaire, on n'est pas certain que vous marchez avec des grosses sommes d'argent sur vous. Donc, et puis des agressions sur médecins plusieurs fois, chaque fois que quelqu'un est insatisfait dans un hôpital, c'est toujours sur le médecin qu'on tape. Alors on s'est dit non. D'ailleurs, je me rappelle, c'était après le scandale de Douala. C'est le ministre qui dit non, ça ne peut plus continuer. Le ministre dit bien, ça ne peut pas continuer. Il est temps que les médecins aient un syndicat. Donc, c'est ce contexte-là qui a fait qui a amené à la naissance du CIMEC. Maintenant, oui, on est régulièrement payé. Vous savez, vous, combien gagne un médecin au Cameroun? Alors, c'est les salaires que vous revendiquez? Non, je vous pose la question. Connaissez-vous le salaire? J'imagine que vous êtes un fonctionnaire de la catégorie A2. Oui. Bon, donc, votre salaire est imaginable. Non, imaginez, donnez-moi un chiffre. Quel est le chiffre qui vous vient à l'esprit? Je n'ai pas besoin de le dire. Pour la une idée? 240 000. Voilà, 240 000. Mais ça, c'est pour le fonctionnaire. Le médecin contractuel gagne 105 685. 105 685. Je n'aime pas parler des autres. Mais je suis sûr que dans votre tête, vous imaginez déjà des corps dans lesquels on recrute avec un niveau bien inférieur à celui du médecin qui touche plus de 240 000 francs. Tout à fait. N'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que le cadre le plus instruit, parce qu'on pense souvent que c'est une vantardise de la part des médecins, c'est la vérité. Pourquoi on vous appelle médecin, il faut faire 7 ans minimum après le bac. Vous pouvez pour être opérationnel comme médecin, c'est 7 ans minimum après le bac, pas avant. Toutes les autres professions, pratiquement, vous pouvez les exercer avant d'atteindre 7 ans après le bac. Alors, docteur Ndoudoumou, vous réclamez quoi? Vous revendiquez quoi? Vous revendiquez qu'on revalorise vos salaires? La première chose que nous avons... Qu'on vous équipe des plateaux techniques, que nous revendiquons, c'est les salaires. Non, pas les salaires. Nous avons rédigé tout un document parce que les 4 premières revendications que nous avons servies aujourd'hui ne font partie c'est une infime partie de tout un paquet. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé d'affectation disciplinaire, mais on veut que ça s'arrête. Parce que le mot affectation disciplinaire prouve qu'il y a des insuffisances. C'est vous qui avez répondu cette expression. Vous, quand j'ai dit vous, votre syndicat. Le mot affectation disciplinaire
prouve qu'il y a des insuffisances dans le système. Ça veut dire quoi? Quel que soit l'endroit du Cameroun où on envoie un médecin, ce médecin devrait être content d'y aller. Quel que soit. Parce qu'il faut savoir que pour bien rendre service aux populations, le médecin, c'est son état d'esprit. Le médecin, c'est son état d'esprit si vous voulez qu'il soit optimal. Alors, je vais revenir sur les revendications. La première des revendications, c'est l'assurance maladie ou la couverture santé universelle. Ça, ce n'est pas propre aux médecins. Tout le monde, tous les fonctionnaires sont justement soumis à cela. On aura toujours tendance à poser cette question, mais il faut savoir que l'objet du médecin, notre raison d'être, c'est le patient. Et d'ailleurs, dans notre serment d'Hippocrate, la santé de notre malade, de notre patient, est notre priorité. Alors, on est fatigué de voir des Camerounais qui décèdent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de sous. On est fatigué de voir des Camerounais qui s'évadent des hôpitaux parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs factures. On est fatigué de voir les Camerounais qui hésitent à venir à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas d'argent. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas si vous êtes fonctionnaire, mais généralement au Cameroun, on paye les salaires vers le 25. Vers le 25. Vous imaginez quelqu'un, quand il a un malade chez lui le 20, il prie. Il rentre en prière pour que la maladie puisse attendre jusqu'au 25 quand il ira à la banque pour amener son malade. Alors, docteur Ndoudoumou, vous êtes un corps qui parfois est trop décrié par les populations. Tout à fait. On vous fait beaucoup de reproches, oui. Parfois incompétence, parfois inconscience, oui. Parfois le commerce même de votre travail. Oui. En décrétant le mot d'ordre de grève, vous ne pensez pas que vous aurez aussi la population? Non, justement, je crois que si vous suivez un peu l'évolution, vous vous rendez bien compte que quand c'est expliqué, les gens comprennent. Quand c'est expliqué, les gens comprennent. Ça date de quand, toutes ces plaintes-là, aujourd'hui? Parce que je suis certain que tout le monde ici se demande de raconter une histoire sur le corps médical. Chacun a sa histoire, chacun a son patient qui est décédé, chacun a sa négligence médicale, chacun. Mais je voudrais dire, quand dans ce pays, quand au Cameroun, les médecins étaient bien payés, est-ce qu'on avait ce type de rengaine? Mais quand vous dites bien payé, on n'a jamais baissé les salaires des médecins. Ah bon? Oui. En dehors de ce que les fonctionnaires ont subi en 1991, 1993. Ah, quand même. Quand même. Mais ce n'était pas encore le seul corps vicieux, c'est l'ensemble. Justement, c'est pour dire que quelque part, même, ce n'est pas un problème spécifique aux médecins, mais je reviens aux médecins parce que c'est ce qui me concerne. C'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Lorsque les médecins avaient un salaire décent, quand vous alliez à Somalomo, vous aviez un véhicule de service, vous aviez une maison d'astreinte, vous aviez une source d'énergie. Et aujourd'hui, il faut avoir une source de communication pour bien faire votre médecine. La médecine évolue. La médecine évolue. Je peux être à Somalomo, j'ai un cas neurologique, je dois pouvoir prendre une image avec mon téléphone, contacter mon collègue qui se trouve à Paris ou à Yaoundé, pour lui demander conseil. Ça, c'est la médecine d'aujourd'hui. Et puis, les médecins camerounais ne sont pas incompétents. Les médecins camerounais sont loin d'être compétents. Quand vous allez dans des grands hôpitaux, pour ceux qui voyagent, quelqu'un m'a dit du rez-de-chaussée au sommet, vous allez rencontrer un Camerounais à chaque étage. J'en connais beaucoup, formés au CUS, qui sont chefs des grands services, des grandes maternités en Europe. Les médecins camerounais ne sont pas incompétents. Et ça veut dire quoi? Donc quand ils partent du Cameroun, leur ADN change, on leur fait une transplantation de cerveau et ils deviennent plus compétents? Non. Les médecins camerounais sont bel et bien compétents. Ils sont même très compétents. Mais lorsque on vous affecte dans un lieu de travail, vous passez 1 an, 2 ans, 3 ans sans salaire. Vous avez une maman, vous avez un papa, vous avez de la famille, vous avez vos besoins. Vous devez suivre votre dossier. Mais comment vous partez de Kousséri pour venir suivre le dossier à Yaoundé? Vous prenez cet argent où? Chez papa? Non. Vous le prenez où? Chez le patient. Chez le patient? Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous le prenez chez le patient, vous êtes obligé parce qu'on vous a mis en situation de survie. Le médecin, c'est le garant du capital le plus important du société, docteur le capital humain. Vous voulez dire que les médecins qui sont régulièrement payés à la fin de chaque mois, ils ne prennent pas l'argent des patients? Cet argent est insuffisant, c'est ce que nous disons. C'est pour ça qu'il faut prendre auprès des patients. Cet argent est insuffisant. Cet argent est insuffisant. C'est pour ça que quand vous mettez quelqu'un en situation de suivi, la suivi, c'est quoi? C'est la jungle. C'est la loi du plus fort. Le médecin sait que quand le patient vient vers lui, il doit offrir un service. Ce n'est qu'une résultante d'une situation antérieure. Alors, c'est tout ça que vous décriez, c'est tout ça ce qui vous a poussé à lancer le mot d'ordre de grève. Oui. Aujourd'hui, que vous êtes affecté,
Vous avez les moyens de communication. Est-ce que la grève est maintenue? La grève est maintenue. Nous sommes au 3e jour de cette deuxième phase. Nous sommes au 3e jour aujourd'hui de cette deuxième phase et nous sommes plutôt satisfaits des résultats. Parce que la grève est suivie, vous êtes Parce que la grève est suivie, et puis même lorsqu'il y a des intimidations, les collègues ont trouvé les moyens d'exprimer leur mécontentement d'une autre façon. Certains aborderont un brassard noir à leur bras droit, d'autres vous prendront ce qu'on a vraiment intimidé. Bon, ils accepteront d'aller dans la salle de consultation, mais ils vous prendront un malade qu'ils verront pendant 2h30, sachant qu'il y en a 15 qui attendent. Et puis, alors au terme de cette grève, vos problèmes, vos revendications ne seront pas satisfaits. Vous allez relancer le mot d'ordre. Oui, nous avons... Et jusqu'où vous irez? Nous irons jusqu'à ce que... Nous nous attendons parce que... Jusqu'à ce qu'on démissionne le ministre? Non. Vous savez, les syndicalistes, c'est d'abord un travailleur. Les syndicalistes ne peuvent jamais souhaiter que quelqu'un perde son emploi à cause de lui. Donc, ça n'a jamais, justement, parce que j'ai l'impression qu'on veut ramener ce problème-là sur une bataille, une guerre, un bras de fer contre le ministère de la Santé, mais non. Alors, ça veut dire quoi? Quand les enseignants le font aussi de leur côté, c'est une grève, c'est une bataille contre leur ministre? Non. C'est une bataille contre des conditions médiocres de travail. Le ministre a dit dans une récente interview qu'il nous a accordé, c'est la dernière question, il a dit que vos revendications sont fondées, mais que l'État n'a pas suffisamment de moyens pour y faire face. Vous voulez... bon, je vais entrer, je ne voulais pas m'engouffrer par cette porte, mais un État qui n'a pas de moyens ne lance pas des concours chaque année pour recruter de nouveaux fonctionnaires. C'est ma compréhension. C'est un État qui n'a pas de moyens, ne recrute pas 4 000, 5 000 fonctionnaires dans une administration, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a bel et bien les moyens. Il faut renouveler ça veut dire qu'il y a bel et bien les moyens, il y a les moyens de le faire. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, on parle d'émergence, on ne saurait parler d'émergence avec une population qui peine à se soigner. La santé est un secteur prioritaire pour le développement. Il faut le comprendre. Merci, docteur Nebeu. Alors, merci Xavier pour cet échange. Je voudrais juste vous permettre d'aller... tout à l'heure, Xavier vous a posé la question sur les revendications qui sont les vôtres. Vous avez parlé de la couverture santé universelle. Oui. Elle est destinée à toute la population, pas seulement aux médecins. Donc, vous souhaitez que désormais l'État puisse assurer, puisse assurer tous les Camerounais, qu'ils puissent se soigner un peu comme l'Obamacare aux États-Unis, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Bon, ça c'est la première. Les autres revendications? La deuxième revendication, justement, elle porte sur la revalorisation salariale. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement le médecin n'arrive pas à vivre décemment, et c'est très... le maintenir dans cette précarité, c'est l'amener à toutes les dérives que l'on connaît aujourd'hui. Et puis, la troisième, c'est l'arrêt pur et simple des affectations. Quand vous parlez de revalorisation salariale, excusez-moi, vous voulez qu'on passe de ce que vous avez aujourd'hui, que l'augmentation aille jusqu'à combien de pourcents? Pourquoi pas une augmentation d'au moins 100% ou 150%? Bon, voilà. Donc, la troisième revendication, c'est l'arrêt pur et simple des affectations sans salaire. Parce qu'on ne comprend pas que déjà tous les médecins au Cameroun, c'est vrai qu'on a maintenant les facultés privées, mais jusqu'à une certaine époque, tous les médecins étaient formés dans une école prédestinée à l'intégration. C'est-à-dire, on savait que ceux qui rentrent là, dans 7 ans, ils seront intégrés. Mais comment explique-t-on que, à la sortie, 7 ans plus tard, vous passiez encore 2, 3, 4, voire 5 ans, ou 6 même pour certains, sans salaire? C'est inexplicable, on n'arrive pas à comprendre ça. Donc, et puis, la quatrième revendication, c'est revoir à la hausse l'âge de départ à la retraite de 55 à 65 ans. Est-ce que le ministre, après que vous ayez engagé est-ce qu'on vous a appelé à une table de négociation? Est-ce qu'on vous a permis de soumettre ces revendications? Bon, nous permet de soumettre des revendications? Non. On ne nous a pas permis de soumettre des revendications. Est-ce que le ministre vous a appelé à une concertation, à une discussion? Le ministre nous a appelé le 27 mars. Oui. À une... bon, je ne sais pas comment je peux appeler, parce qu'une discussion, c'est lorsqu'on vous permet d'exprimer ce pourquoi vous êtes là. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a appelé pour vous donner des injonctions? Voilà, déjà, à travers l'invitation disait j'invite le président de l'organisation CIMEC et que le président vienne avec tous les documents prouvant la légalité de cette organisation. C'était ça l'objet de l'invitation. Donc une fois qu'on y a été,
Le ministre nous a déjà demandé est-ce que le CIMEC mérite déjà de s'asseoir pour discuter. Donc, je profite d'ailleurs pour dire à mes collègues que vous comprenez qu'il faut qu'on mérite, il faut que nous méritions de nous asseoir pour discuter. Et mériter de nous asseoir, ça veut dire que nous devons être plus nombreux encore à respecter les mots d'ordre de grève. Et puis, l'autre petite phrase qui a été dite ce jour-là, c'est que je suis aussi votre père. Bon, alors, maintenant, vu l'attitude, moi, nous acceptons même d'ailleurs, mais on se rend compte que notre père, au lieu de prendre à bras ouverts nos problèmes, imaginez-vous votre petit garçon qui vient vous voir en criant, vous lui demandez, présente-moi d'abord ton acte de naissance et prouve-moi que tu es mon enfant. Parce que c'est ce qui s'est passé. Donc, on nous a renvoyé aller revoir l'administration territoriale. Et puis, vous voyez, quand vous donne donc, à aucun moment, le ministre n'a écouté les revendications qui étaient... Pour parler de revendications, il les a listées. Il a dit, vous voulez de meilleurs salaires? Je pense pas, on n'a pas les moyens. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que vous allez gréver pour ça. Pour les affectations sans salaire, nous avons contacté le ministère de la fonction publique pour accélérer les procédures. Pour l'âge de départ à la retraite, mais non, à 55 ans, vous pouvez partir et puis vous installer en clientèle privée. Donc voilà les réponses qu'on nous a apportées. Donc nous avons estimé que ce n'étaient pas des réponses qui allaient véritablement résoudre nos problèmes. Alors je repose la question de Xavier. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Non, nous irons jusqu'à ce qu'on ait un interlocuteur. Ah, vous estimez que le ministre n'est pas un interlocuteur? Pour l'instant, d'ailleurs, il l'a dit ce jour-là. Lorsque vous verrez... Et qui souhaitez-vous avoir comme interlocuteur? Non, notre ministère de tutelle, c'est le ministère de la Santé publique. Oui, mais sauf que vous estimez que le ministre de la Santé publique n'est pas un interlocuteur. Pour l'instant. D'ailleurs, même dans ses communiqués, il le dit. Il dit, cette organisation n'est pour le moment. C'est bien marqué dans ses... Voilà, donc ça veut dire qu'il se donne une chance à lui et à nous. Que lorsqu'il va estimer maintenant que nous sommes reconnus comme un syndicat, il nous rappellera pour qu'on discute. Alors, moi, je voudrais juste sortir avec une dernière question, parce que vous avez évoqué dans l'échange avec Xavier le sermon d'Hippocrate, oui. Qui met en pôle position de toutes vos préoccupations le malade. Oui. Quand vous entamez un mouvement de grève qui dure déjà depuis 3 jours, moi j'ai regardé les images à la télévision, les reportages qu'ont réalisé nos confrères dans une dizaine de villes importantes au Cameroun où le mot d'ordre de grève a été suivi pratiquement à 80-85%. On a vu des malades qui étaient certains couchés à même le sol. Finalement, ce malade-là est-il encore au cœur de vos préoccupations? Non, ou vous ne pensez pas simplement à vous? Je veux très rapidement rassurer les gens. Faites une recherche. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, c'est très rapide. Faites rapidement une recherche sur le taux de mortalité pendant les grèves. Vous vous rendrez compte que le taux de mortalité baisse plutôt pendant les grèves. Pourquoi? Non, docteur Ndundumu, moi je suis journaliste, je ne suis pas statisticien. Attendez, je m'explique. Mon travail pose sur des faits. Je vais vous expliquer. J'ai vu dans des formations sanitaires des médecins qui n'étaient pas à leur poste et des patients qui étaient en souffrance. Je vous explique. Donc, pourquoi? Parce que nous avons bien dit, les médecins, aux urgences, on va s'occuper des urgences. Donc, c'est le service minimum. C'est le service minimum. Le service minimum, c'est quoi? C'est les urgences et les patients hospitalisés. Lorsque un médecin est, libéré de ses consultations externes. Docteur, vous savez bien quand on va aux urgences, d'abord ça coûte plus cher. J'y arrive. Justement, vous qui plaignez les patients en disant qu'ils n'ont pas d'argent, c'est pas tout le monde qui vient aux urgences. C'est pas tout le monde qui vient aux urgences. C'est les cas urgents qui viennent aux urgences. Lorsque maintenant, donc, un médecin, parce qu'il grève, mais il a dit, je vais m'occuper uniquement des urgences parce qu'il est en grève. Il a le temps de consacrer toute son énergie sur les urgences. Et il a encore plus la motivation parce qu'il sait qu'il est en grève. Il ne voudrait pas qu'un décès lui soit imputé du fait qu'il était en grève. C'est pour ça qu'on se penche le plus souvent, on se penche un peu mieux sur ces cas qui nous arrivent parce que nous sommes en grève, on ne voudrait pas que le patient souffre. Maintenant, ceux qui rentrent à la maison, je vous ai bien dit, on prend les urgences. Ceux qui rentrent à la maison, c'est une façon de leur dire, ok, mais actuellement c'est le service minimum, donc si vous voulez qu'on vous prenne en charge, il faut que votre maladie s'aggrave. Là, le patient lui-même comprend que le médecin est en train de demander quelque chose qui va permettre qu'il travaille mieux et qu'il me reçoive
rapidement. Sauf que ce patient peut clamser entre-temps. Non, il ne peut pas clamser. Mais si. Non, il ne peut pas clamser. Vous êtes non. médecin, docteur Ndounoumou, Non. vous pratiquez la médecine depuis 15 ans. Vous savez qu'on peut mourir d'un mal de tête, d'un rhume, d'un hoquet. Oui, vous le savez. Et puis, tels que les urgences. Vous le savez aussi que les symptômes qui peuvent être banaux à la base peuvent cacher des pathologies graves. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça veut dire que ce patient est juste venu vous consulter. Il y a toujours des signes avant-coureurs. Il y a toujours des signes avant-coureurs. C'est ce que je vous dis. Il y a toujours vous avez un patient qui vient vous voir, il a mal à la tête, il a une migraine, ça peut cacher une grosse... Non, une migraine, déjà, c'est une urgence. Hein. Ça peut une migraine, c'est une urgence. Voilà, donc... Non, justement, parce que j'ai l'impression quand on parle... Quand on parle d'urgence... Ce patient, combien de parle d'urgence, je vais vous expliquer. Vous parlez en tant que médecin praticien. Moi, je vous parle en tant que patient. Combien de patients vont aux urgences quand ils ont mal à la tête? Non, tout le monde, justement. Non. Tout le monde ne va pas aux urgences. Vous allez aux urgences. Sinon, tout le monde va se diriger aux urgences. C'est pourquoi je vous dis, vous dites tout une migraine, c'est une urgence. Or, pour le commun des mortels, une migraine, c'est un mal de tête qu'on peut soigner en s'automédiquant, même en prenant du paracétamol ou de doliprane. Il y a des paramètres bien précis pour déterminer un niveau d'urgence. Non, moi je voulais juste que vous conveniez avec moi qu'en entrant en grève, vous pénalisez le patient, donc vous foulez oublier le serment d'Hippocrate. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Surtout que, comme vous le dites, elle n'est pas prête de s'arrêter, la grève. Non, la grève continue. Est-ce que pour autant, vous avez dit la grève a été respectée à 85%? Parce que est-ce qu'il y a eu plus de morts dans les hôpitaux? L'autre chose, c'est que le ministre il a raison quand il vous dit que l'État aujourd'hui n'a pas les moyens de revaloriser les salaires, par exemple. Qu'on nous le prouve. Qu'on nous le dise. Qu'on nous le prouve. Mais il vous le dit. Il est ministre de la République. C'est un collaborateur du chef de l'État. Donc s'il vous le dit... Bon, pourquoi est-ce qu'on veut penser que la revalorisation salariale est la seule revendication? Donc c'est normal d'affecter... C'est normal qu'un travailleur ne perçoive pas son salaire à la fin du mois. L'État n'a pas les moyens de revaloriser les salaires des médecins. Est-ce normal? C'est pas l'assurance santé universelle. Est-ce normal qu'un fonctionnaire que vous avez recruté... Moi, je ne dis pas que c'est normal. Je ne suis pas... d'accord. Je constate quand même. Donc il y a quand même de la pertinence. Je ne sais pas. Ah, d'accord. Je dis juste que... C'est exactement... Nous sommes en train de nous disons la même chose. Mais en même temps, le ministre ne dit pas que la couverture santé n'est pas possible. Je crois que les dernières sorties du ministre ont tendance plutôt à nous faire penser que la couverture santé universelle est sur la bonne voie. Il y a un arrêté qu'on a signé dernièrement permettant la prise en charge totale des personnels médico-sanitaires. Est-ce que l'État va prendre cet argent? J'en sais rien. Ah ben voilà. Donc il y a des vérités et des contre-vérités. On devrait demander au ministre de venir sur... voilà, peut-être qu'il aura une meilleure explication à vous donner. Il pourra vous expliquer pourquoi est-ce que les médecins font 2-3 ans sur le Mais je parie aussi qu'il ne viendra pas. Voilà. Donc, on va essayer quand même. Il faudra l'éviter. On va essayer de l'éviter. Alors, donc, pour sortir, vous et vos camarades qui avaient été affectés, bon, vous n'aviez même pas le terme affectation disciplinaire, qui avaient été affectés, vous rejoignez vos postes d'affectation normalement. Oui, normalement, oui. Vous continuez à exercer, mais vous continuez également votre action syndicale. C'est pas parce qu'on nous a affectés là-bas que pour autant les médecins sont payés dès qu'ils sont sortis. C'est pas parce qu'on nous a affectés là-bas que le salaire du médecin est toujours minable. Imaginez-vous, 105 600, vous avez des enfants. Votre enfant vous dit, va être médecin, je vais être médecin. Je ne vais pas demander votre salaire ici, mais je suis certain que non, je suis journaliste, docteur Ndounoumou. Je suis certain que vous lui direz. Il est connu que les journalistes n'ont pas d'argent. Je suis certain que vous lui direz que mieux tu viens être journaliste comme moi et puis tu vas quitter cette misère. Non, sérieusement. Et puis, je l'ai dit, nous avons rédigé, c'est tout un document parce que même dans ces zones qu'on dit reculées, ces zones sont difficiles. Pourquoi? Parce que les populations y sont pauvres. Et aujourd'hui, dans aucun hôpital d'État, les soins sont gratuits. Je dis bien dans aucun hôpital d'État, les soins sont gratuits. Je viens d'Akono, où je viens de libérer, j'en ai profité parce que je partais pour libérer 2 dames à qui j'avais fait des césariennes sans rien demander et qui sont restées à l'hôpital 2 mois parce qu'elles n'arrivaient pas à payer leur facture. Voilà la réalité sur le terrain. Emprisonnées? Elles ne sont pas emprisonnées. Je vous ai parlé des évasions tout à l'heure. Il y en a plusieurs qui se sont évadées. Beaucoup se sont évadés. Elles ont eu la probité, l'honnêteté de rester là et de dire à leur mari, non, le médecin nous a rendu service dans la nuit.
Je crois qu'elle-même, d'ailleurs, je les ai prises coup sur coup. Pendant que j'étais en train de terminer avec l'une, on m'a annoncé déjà qu'il y a une qui vient de Ngoumou, qui arrive. Donc, je les ai pris coup sur coup. Elles ont eu l'honnêteté, la probabilité de rester à l'hôpital pour dire à leur famille, non, le médecin nous a rendu service, nous a rien demandé. Je ne parle même pas des frais d'hospitalisation, parce que ça, on oublie. Ça, c'est la vérité. Maintenant, je vais à Mayo Baléo. Le niveau socio-économique est certainement plus bas. Alors, vous voyez quelqu'un, il faut déjà il y a des gens qui viennent à l'hôpital, ils ont 500 francs. Il se dit qu'on va lui presser quelques comprimés, il va rentrer. Même l'urgence dont on parlait, quels seront mes moyens, comment est-ce que je pourrais investiguer cette urgence-là? Quels sont les gens à Bayo qui pourront payer les soins? Attendons de voir. Voilà les questions fondamentales de notre système de santé qui doivent être mises sur la table et non les questions juridiques sur la légalité d'un mouvement de travailleurs qui demandent des meilleures conditions de travail. On notera cependant que le docteur Ndundumo est le premier invité qui soit venu sur le plateau avec son téléphone portable allumé. Florent Barga pour l'image de la semaine. Bonsoir Flora. C'est du noir aujourd'hui. Oui, j'aime beaucoup la couleur noire. Vous aimez beaucoup la couleur noire, on vous a pas beaucoup pu vu en noir. Ah bon? Non. Il est tout content, Xavier, quand il vous voit. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous avez passé une bonne semaine? Oui, très belle semaine. Très très belle semaine. Pas très très belle, mais très belle semaine. Elle n'était pas belle pour certains cette semaine à Yaoundé notamment. Il y a eu beaucoup d'embouteillages à cause des préparatifs du défilé. Oui, les embouteillages, c'est le défilé, c'est aussi Yaoundé qu'on est en train de rendre une très belle ville. On est en train de réaménager tout Yaoundé. Je parie que d'ici la prochaine CAN, on aura une ville... Bon, mais la prochaine CAN, c'est pas demain la veille, c'est en 2019, il y a encore... Dans un an. Il y a encore du temps. Oui, il y a encore du temps. Un an et demi. Un an et demi. À peu près. Qu'est-ce qu'on a comme image cette semaine? On a une vidéo. On a une vidéo, d'accord. On a une vidéo. Docteur Ndundumo, vous prenez la place de Cabral qui joue avec Xavier. Il s'agit de déterminer le message, c'est ça? En fait, regardez la vidéo attentivement et puis vous allez essayer de me dire de quel pays il s'agit. Ah. Après, je vous donnerai l'indice si personne ne trouve. Ça ressemble... Bon, moi je sais déjà, c'est en Asie. Oui, c'est en Asie. Mais non, c'est pas en Asie. C'est pas en Asie. Attendez. Docteur, une idée? C'est le Vietnam? Non. C'est une rizière. Le Cameroun? J'ai l'impression que c'est le Cameroun parce que je vois des ouvriers camerounais. Oui, c'est le Cameroun, justement. Et c'est une rizière. C'est Mayo Baléo? Non, c'est... Le Cameroun a offert en 2008 10 000 hectares aux Chinois pour la culture du riz. D'accord. Et c'est dans quelle partie du Cameroun? À Nangué-Boko. À Nangué-Boko, c'est dans le centre. C'est dans le centre. C'est dans le centre, ouais. D'accord. Dans le centre. 10 000 hectares 10 000 hectares. Offerts aux Chinois. Pour la culture du riz. D'accord. Et ce riz, il va où? Partout. Normalement, c'est pour aider les Camerounais. Est-ce que ce riz est déjà commercialisé? Oui, depuis 2008. Mais alors, comment ça se fait? Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui le marché soit encore inondé par le riz thaïlandais et tout ça? Ah, là est toute la question. Il faut aller faire un reportage là. Mais ça mérite effectivement un reportage. 10 000 hectares quand même, c'est beaucoup, me semble-t-il. 10 000 hectares offerts en plus aux Chinois pour la culture. Du riz. C'est quand même... On a une autre image, oui, voilà. on a une autre image. C'est à Yaoundé également. Ah, Xavier, vous qui parlez de la ville qui était en train d'être embellie. C'est tout ça qu'on est en train de nettoyer. D'accord. Une grande partie du stade est... D'accord. On sait où se trouve le stade? Le stade malien? À Biémassi. Ah, ça c'est Biémassi. Le stade de Biémassi. Qui n'est pas un quartier, qui n'est pas un mauvais quartier. Ah, mais vous faites la publicité de la communauté urbaine, là. Ben voilà, c'est Y. Oui, au moins comme ça, ils ne diront pas qu'on a pris une image qui n'est pas de... Au moins, c'est CUY, c'est la communauté urbaine de Yaoundé. Mais tu vois, un déporteur pareil, c'est pas possible. Donc, quel impact ça peut avoir sur l'environnement d'avoir un dépotoir comme ça pour le voisinage? Bon, c'est vrai, tout à l'heure, j'ai dit je suis médecin généraliste, mais je fais également une spécialisation en santé et sécurité au travail. C'est des images, ces images ou alors ces dépôts d'ordures sont très très dangereux. Et on a des gamins qui jouent pour l'environnement. Donc on peut supposer que chaque fois que le ballon va là-bas,
Ils vont aller en contact et là-dedans, vous allez souvent retrouver des déchets, même parfois des déchets médico-sanitaires. Vous allez les retrouver là-dedans. C'est très dangereux. La propreté est un des critères les plus importants, la salubrité dans la bonne santé d'une population et de son environnement. Mais écoutez, Xavier, dites à vos amis qui sont dans l'embellissement de la ville d'accélérer un petit peu parce que là... Ils sont mes amis. Ils ne sont pas les vôtres. J'en ai pas beaucoup. Ce sont nos amis. Il faut peut-être qu'ils accélèrent un petit peu parce que si on est comme ça à Biémassi, je me demande ce que c'est dans des quartiers qui sont vraiment considérés comme des quartiers... Mais là, il y a deux sujets de reportage, d'enquête. Oui. Biémassi. Et Nanga et Boko sur le riz. Même si je pense que sur le riz, nous ne laisserons pas beaucoup. Ça. Ce ne sera pas facile d'accès, mais bon, on va quand même essayer ça. Bon, Charles dit que l'émission est terminée. On va remercier le docteur Nounoumou d'être venu nous parler donc des revendications du CIMEC. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Vous et à vos collègues pour là où vous partez. Comme vous l'avez dit, ils ont tous besoin de soins, les Camerounais. Tout à fait. Donc ça va être vraiment très compliqué quand on connaît le degré d'enclavement de là où vous allez et le degré de paupérisation des populations. Mais c'est un vrai challenge pour les syndicalistes. Oui, c'est un vrai challenge. C'est de montrer une fois de plus qu'on est exemplaire et que c'est justement pour ce patient-là qu'on se bat. Et peut-être que finalement le ministre se dise, mais pourquoi je les ai envoyés là-bas? Ah oui, ça sur ça aussi, je crois qu'il finira bien par se poser cette question. Merci infiniment d'être venu. Nous, on va continuer à suivre, s'il vous plaît, de temps en temps, lever le mot d'ordre de grève, parce que comme je le dis, j'ai vu des patients à terre. Non, mais si vous voyez bien la périodicité et puis le calendrier qu'on a servi, c'est 3 jours par mois. C'est pour dire, bon voilà, les médecins ont des problèmes, il faut les résoudre. On fait 3 jours par mois. 3 jours par mois. D'accord, c'est pas mal. Ok, en espérant que personne ne mourra entre-temps. Merci Xavier. Merci Paul. Vendredi prochain. Merci Florent. Merci. Merci à qui d'autre? Merci à Charles, à Violetta, à Thierry. Merci à nos autres invités, Fouda, Lémir et Jean-Paul Chomdou qui étaient là pour nous parler de Travelling. Travelling, on vous l'a dit, que vous retrouverez sur les antennes de Vox Africa dès le 25 mai prochain. Ce sera jeudi de la semaine prochaine pour la première édition. Il sera 20h en temps universel. En attendant, on vous dit à vendredi prochain. Merci Flora. Oui, à vendredi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de Vox Africa. Très bonne soirée à tous. De pouvoir d'avec François Hollande. Un jour plus tard, le jeune président nommait son premier ministre ex-maire en la personne de Édouard Philippe, qui se revendique cependant de la droite, ayant été proche d'Alain Juppé. Un choix relativement apprécié des Français qui n'y sont favorables qu'à 1/3. Mais à travers cette nomination, Emmanuel Macron poursuivrait avant tout sa vision d'une dislocation du jeu politique traditionnel. 2 jours plus tard, l'ensemble du gouvernement a lui aussi été rendu public. C'est tout pour ce cahier de l'actualité. À vendredi. À vendredi dans Samael Pomme, merci pour ce cahier d'actualité. Et puisqu'on vous a avec nous, Jean-Paul Chomdou, est-ce qu'il y a l'une de ces actualités qui a retenu votre attention? Malheureusement, le retour de Ebola, maladie terrible qui perdure et qu'on a du mal à éradiquer. Qu'on a du mal à éradiquer en République démocratique du Congo. J'espère qu'ils vont y arriver en parlant des problèmes justement que rencontrent les équipes de Reporters sans frontières. Xavier, mais c'est commençant par le Cameroun que vous connaissez très bien. Les leaders de l'opposition, certains leaders, notamment le SDF, qui est considéré comme étant la première formation politique de l'opposition au Cameroun, le CPP ensuite de Edith Kabangwala, ont demandé le boycott, ou alors annoncent le boycott de la fête nationale demain. Est-ce que c'est une décision que vous comprenez? Oui, que je comprends parfaitement. Vous savez, on est en démocratie. Et la démocratie veut dire surtout la liberté d'expression. Si les partis politiques d'opposition estiment qu'il y a un certain nombre de conditions qu'ils ont posées, qu'il y a une situation politique, économique qui voudrait qu'ils manifestent de cette manière-là, moi je vois aucun problème. Mais je pense que ceux qui font l'amalgame entre une manifestation politique, une expression démocratique et associée au fait que ce parti manquerait de patriotisme, moi je pense que c'est aller très très vite en besogne. Je ne pense pas que le fait qu'un parti politique choisisse comme mode d'expression le refus d'aller défiler, en fait c'est un déni de patriotisme, moi je ne crois pas. Mais il y a d'autres champs où, par exemple, si un parti politique, nous sommes en guerre contre Boko Haram, si un parti politique, dans ses manifestations démocratiques, prêchait peut-être de ne pas
aller en guerre, les militaires n'aillent pas au front. Mais ça, c'est une attitude qui serait tout à fait condamnable. Alors certains observateurs estiment qu'on ne peut pas amener le champ de la revendication politique sur le terrain de la contestation des institutions en estimant que le 20 mai au Cameroun est une institution. Ben vous savez, le 20 mai, c'est une institution, mais c'est également une manifestation politique. Parce que le 20 mai a été choisi comment? En 1972, lorsque l'ancien président, le feu président Ahidjo, avait organisé à la foulée un référendum, je pense que Paul, si vous avez été à cette époque-là, je ne sais pas si vous aurez voté oui ou non. Bon, c'est un acte politique. On a frustré un certain nombre de Camerounais de manifester l'indépendance du Cameroun qui date du 1er janvier 1960. Il y a beaucoup de gens qui sont restés nostalgiques. Cet acte qui a créé la fête de l'unité nationale, c'était un acte hautement politique qui relevait, n'est-ce pas, d'une position gouvernementale, d'une position présidentielle. Ahidjo, à l'époque, on disait était un dictateur, mais il avait pris cette initiative. Mais je ne vois pas l'association qu'on a envie de faire entre un comportement en démocratie. Vous savez, lorsque vous décriez quelque chose en politique et que la liberté que vous avez de manifester, de dire oui ou de dire non, de refuser d'aller au travail parce que vous avez là une attitude politique que vous condamnez ou que vous appréciez, je ne voudrais pas aller dans le même champ que ceux qui estiment que c'est un acte antipatriotique. Non, pas du tout. Alors, jusqu'au moment où nous entrions dans ce studio, aucune de ces formations politiques n'avait levé le mot d'ordre de boycott. J'ai l'habitude de me fier à vos prémonitions. Pensez-vous qu'ils iront effectivement jusqu'au boycott demain? Ben, vous savez, imaginez-vous qu'on puisse ne pas voir le SDF défiler demain sur la place du 20 mai à Yaoundé? Ben, je voudrais d'abord vous dire que le SDF, son bastion électoral, c'est au nord-ouest. C'est le nord-est, c'est-à-dire la zone dont Bamenda est le chef-lieu. Et que les ressortissants de cette zone-là ont reproché à M. Froundi sa tiédeur vis-à-vis de l'engagement dans la crise anglophone. On a estimé que Froundi était beaucoup plus très proche de Yaoundé, épousait les positions du président Paul Biya. Il a là une occasion qui lui est donnée de dire aux anglophones de cette région-là que non, je compatis, je suis sensible à vos revendications. C'est l'unique occasion qui lui est donnée. Et vous savez, le CPP de Kalawaka, c'est une Karawa, Esso Kawala. Ben oui, mais vous savez, mais Paul, lorsque vous voyez quand même la succession du président Ouattara, si on allait de manière démocratique, comme ça se passe en Afrique, en passant une passerelle à quelqu'un, la première personne qui est en bonne position là, ce n'est pas Guillaume Soro. Et nous, on pensait à un moment donné que en cas de passation, en cas de changement en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée avait une voie royale tracée. La réorganisation de la Constitution en Côte d'Ivoire avec la création de la vice-présidence n'a pas créé un boulevard au président de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que on peut regarder de son côté. Il a toujours gardé les mains mises sur les forces nouvelles, même si elles ne sont plus organisées comme au moment de la crise politique post-électorale. Mais toujours est-il que ce sont des gens qui sont restés regardants, très proches de Guillaume Soro. Terminons ces cahiers d'actualité en parlant de la France, un autre pays que vous connaissez très bien. Emmanuel Macron, on l'a dit, a donc pris les fonctions, a donc pris les rênes de l'État la semaine... Mais vous avez gagné, vous avez été toujours un partisan lointain de Macron. Je pense que ça s'est dessiné. Et félicitations, ça s'est dessiné, il a dessiné comme le nez au milieu de la figure. La nouvelle équipe gouvernementale est donc connue. On a pratiquement débarqué tout le monde. Le seul survivant, c'est l'ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui échoue aux affaires étrangères. Et puis François, il a manifesté très tôt son soutien à Emmanuel Macron. C'était lui le tout premier qui assistait Macron. Il a pris des risques et puis voilà, il est... Mais un autre qui a soutenu Emmanuel Macron, peut-être sur le tard, mais ça a payé également, François Bayrou, qui lui devient donc garde des Sceaux avec rang de ministre d'État. Oui. À part ça, que de nouveaux visages dans l'équipe gouvernementale. Rien que de nouveaux visages. Au moins la promesse
de la création, si on peut utiliser le terme, d'une nouvelle classe politique en France est en train d'être tenue? Une nouvelle classe politique, peut-être parce qu'il a ramené dans son gouvernement, il a amené des jeunes gens qui n'ont aucune étiquette politique connue, qui n'ont pas un passé en tant que tel connu, un passé politique connu. Il a rajeuni complètement l'équipe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les politiciens professionnels savent où ils vont aller rester aujourd'hui. Mais en attendant, il faut tout simplement qu'avec cette nouvelle réorganisation, qu'ils réussissent. Parce que vous Emmanuel savez, Macron qui a été un peu contraint de nommer à la primature quelqu'un qui n'est pas de sa formation politique. Le nouveau Premier ministre vient de droite, il est proche d'Alain Juppé. Même s'il se revendique être et de droite et de gauche et du centre, on sait quand même qu'Emmanuel Macron est socialiste à la base. Et tout de suite, des gens pensent que prendre un Premier ministre de droite va contribuer à disloquer davantage de droite. Vous savez, Paul, ce qu'il faut dire, c'est qu'Édouard Philippe est quand même quelqu'un qui est parti de la gauche. C'est quelqu'un qui, très jeune, a acquis une carte politique au Parti socialiste. On l'a vu évoluer. Sa proximité avec Alain Juppé est une proximité très récente. Lorsque Alain Juppé était proposé, n'est-ce pas, diriger la droite aux élections. Donc c'est quelqu'un dont on connaît le parcours. Il a changé 2 fois ou 3 fois de veste. Et donc c'est quelqu'un qui, son étiquette de droite est une étiquette très récente. Et la mission, quand on voit d'où il vient, quand on sait ce que Juppé devait jouer comme rôle dans cette élection, il a peut-être une mission de balkaniser complètement la droite, parce que Juppé n'étant pas parti, tout au moins n'étant pas parti dans la course présidentielle, son arrivée est là pour pouvoir régler les comptes à la droite. Oui, c'est ce que je voulais dire. Finalement, Juppé n'est finalement pas fini. Il n'est pas le roi, mais il est devenu le faiseur de roi. Il n'est pas du tout fini. Et je pense que lorsque vous regardez le parcours du président Macron, son parcours politique, il vient de la gauche. Lorsque vous regardez le parcours du Premier ministre Édouard Philippe, il vient de la gauche. Ils ont connu leur mutation, leur transformation à mi-parcours. Donc, je pense que la gauche n'est pas complètement finie. Le ministre Le Drian, qui n'a pas renoncé à son appartenance à la gauche, et là, quelque chose que nous allons admirer, on va regarder ça pendant un bon bout de temps, on va voir comment ça va évoluer. En tout cas, l'équipe Macron, la nouvelle équipe, la toute première équipe de Macron donc, est à pied d'œuvre. On va effectivement, comme vous le dites, suivre ça très attentivement. C'est là que nous bouclons ces cahiers d'activité. 12, qui a pour objectif de donner un certain nombre de repères à la jeunesse camerounaise et africaine en général, qui est, vous le savez, en panne ou en manque de repères. On a enchaîné en avril 2015 avec Stratégie, un magazine économique, le magazine de l'économie actuelle. Et là, on a un nouveau produit, un nouveau bébé qui s'appelle Travelling et que Vox Africa a accepté d'héberger, de diffuser. Mais écoutez, moi je peux déjà vous le dire, Vox Africa n'a accepté de l'héberger que parce que le pilote qui nous a été présenté était de très haute facture, très bien fait d'un point de vue technique. Le contenu était très intéressant et très alléchant également. Et nous, on s'est dit, c'est une production qui épousait parfaitement notre coloration d'antenne. On s'est dit, voilà, on veut bien avoir cette émission sur notre antenne. Et vous avez bien fait, parce que si on s'en tient à nos 2 précédentes émissions, Carrière et Stratégie, qui se sont fixées comme objectif de répondre aux standards internationaux en matière de production, eh bien, vous avez fait le bon choix. Et je peux dire à vos téléspectateurs que dès le 25 mai, à 21h, ils regarderont avec beaucoup de plaisir Travelling, la première émission au Cameroun dédiée aux médias et aux hommes de médias. On parlera donc de Travelling dans quelques instants. On va juste vous garder et partir avec vous explorer les cahiers d'actualité qu'on commentera avec vous, bien entendu, Xavier Messé tout à l'heure. Ces cahiers d'actualité, on vous l'a dit en décrivant, en commençant l'émission, ce sera en France où le premier gouvernement est connu. Quels sont les défis de la première équipe d'Emmanuel Macron? On en parlera également. On parlera de la Côte d'Ivoire où les mutins, une nouvelle fois, ont frappé cette semaine-ci. On a paralysé pratiquement 3 villes de la Côte d'Ivoire, Bouaké, Abidjan et Yamoussoukro. On parlera de la RDC où de nouveaux cas d'Ebola ont été détectés. C'est triste, malheureusement, mais on en parlera également. Et on terminera avec le Cameroun où les chefs de file de certains partis d'opposition menacent de boycotter la célébration demain du 20 mai
qui en est à ça, vous avez trouvé? Sa 45e édition. 45e édition, c'est une colle. Qui en est à sa 45e édition, la voilà. première édition a eu lieu en 1972. En 1972, voilà, c'est donc la célébration de l'unité camerounaise, c'est la fête nationale camerounaise qui se célèbre donc demain le 20 mai. En attendant, partons explorer ces cahiers d'actualité qui sont brossés par Samaël Pomme. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce cahier de l'actualité qui s'ouvre cette semaine par le Cameroun. À quelques heures seulement de la célébration de sa fête de l'unité, la classe politique camerounaise a toujours du mal à parler d'une seule voix. Pour les manifestations du 20 mai, de nombreux partis politiques ont appelé au boycott du défilé devant le président de la République. Le premier à avoir donné le mot d'ordre, c'est le leader de l'opposition, le Social Democratic Front, qui se dit encore déçu de la gestion de la récente crise dans les zones anglophones du pays. Très vite, le mouvement a été suivi par d'autres partis, notamment le CPP, Cameroon People's Party. Dans un communiqué, Edith Kabanwala demande à tous ses militants de ne pas honorer ce rendez-vous, décriant une marginalisation de sa formation politique dans certaines régions du pays, au profit du parti au pouvoir, le RDPC, et de certains qui lui sont ralliés. Un ton moins partagé par les leaders du Manidem qui, eux, n'ont pas forcément appelé au boycott, mais tiennent cependant à passer un message, je cite, « L'unité nationale ne se décrète pas, elle se construit ». Et d'une revendication à une autre, parlons à présent de la Côte d'Ivoire où la situation semble revenue à la normale. C'est de nouveau le calme dans les rues, écoles, banques et commerces sont rouverts. Les mutins, quant à eux, sont retournés en caserne après 4 jours d'intenses revendications assorties de tirs sporadiques qui auraient fait au moins un mort et de nombreux blessés. Dans une apparition éclair le lundi 15 mai au soir à la télévision nationale, le ministre de la Défense Alain Richard Donwahi avait annoncé qu'un accord avait été trouvé, sans en donner clairement les modalités. Les militaires mutins, quant à eux, tenaient avant tout à être fixés. Les 7 millions par tête promis par l'État en guise de reliquat de primes leur seraient-ils versés en intégralité ou seulement partiellement? Finalement, ce sera 5 millions tout de suite et 2 autres millions en fin juin 2017. Juste un rappel, cette mutinerie avait été déclenchée en novembre 2014 à Bouaké avant de reprendre en janvier dernier. En République démocratique du Congo, c'est également un retour en force, cette fois du virus Ebola. Plus d'une dizaine de cas suspectés de contamination ont déjà été recensés et il y aurait déjà des morts. La confirmation est de l'Organisation mondiale de la santé qui a confirmé 2 décès sur 3 dus au virus. De nombreuses ONG se sont rendues sur le terrain. C'est le cas de Médecins sans frontières qui accuse cependant des difficultés d'accès à la zone infectée à cause de son enclavement. Mais un enclavement vu aussi comme avantage car il limiterait l'expansion du virus sur le reste du territoire. Refermons ce cahier avec cette actualité qui se poursuit en France. Dimanche 14 mai dernier, Emmanuel Macron, nouvellement élu, a été investi président de la République française. C'était alors lors d'une cérémonie de passation. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir, on est fiers de vous retrouver, on est content de vous retrouver sur la chaîne panafricaine Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition de Sans Rancune. On est vendredi soir et comme tous les vendredis soirs, on est en compagnie de Xavier Messé. Bonsoir Xavier. Bonsoir Paul. Vous avez passé une bonne semaine? Oui, une très très bonne semaine. Je suis heureux de vous. Vous avez tombé la veste aujourd'hui? Ben, parce qu'il fait chaud à Yaoundé, très très chaud. Et puis je crois que les téléspectateurs aiment peut-être me voir comme ça. Oui. Comme je ne peux pas m'habiller comme vous, tout ce que vous portez coûte très cher, Paul. Bon, alors je suis simplement en cravate et puis ça va. Yaoundé, il fait chaud, vous l'avez dit. Oui, ça c'est super élégant. Très bien. Ça donne l'impression que vous êtes vous bossez. En super forme. Yaoundé, donc vous disiez la capitale camerounaise où il fait chaud et surtout où on aura demain le défilé marquant la 40e édition de la fête de l'unité nationale. Bon. On est là. C'est pas une question de colle. La décision est larguée, mais surtout demain samedi le 20 mai, ce sera donc l'occasion pour les Camerounais de célébrer leur unité avec la fête nationale au Cameroun. En attendant, nous on est là ce soir pour parler, comme tous les jours, de l'actualité africaine et on ira ce soir dans les cas d'actualité parler d'abord de la France où le nouveau gouvernement français est connu, la toute première équipe qui va oublier qu'on commentera cette actualité-là avec Xavier Messé, bien sûr. En Côte d'Ivoire, nouvelle mutinerie, les mutineries
Les chefs de file de l'opposition ont décidé, eux, de boycotter cette célébration de l'unité nationale. On verra si effectivement demain ils n'iront pas battre le macadam dans les différentes villes du pays. Ce sera dans les cahiers d'actualité qui nous sont brossés une nouvelle fois encore cette semaine par Samael Pomme. On recevra en toute première partie de l'émission sur Vox Africa une toute nouvelle émission qui va s'appeler Travelling. Elle est produite par In and Out, réalisée par le jeune Lionel Namé. C'est une émission qui parle des médias et des hommes des médias. Il viendra dans quelques instants nous en dire un petit peu plus sur le synopsis de cette émission-là. Après, on aura Lemir Vanan, on parlera de musique. C'est un chanteur urbain qui viendra donc nous présenter son maxi single qui est intitulé Il est midi, même si là nous sommes à 21h, à 20h GMT. Il est midi, c'est le titre du single. Et en fait, on recevra également Monsieur Fouda Abandapi Claude, qui est donc du mouvement Solidarité agissante des jeunes Cameroun, qui lui vient s'adresser, excusez du peu, au président de la République camerounais Paul Biya pour lui demander de favoriser une meilleure insertion des jeunes dans la gestion des affaires publiques, un accès plus facile à l'emploi et l'autofinancement des projets. Tout un programme, on en parlera avec lui dans quelques instants. Le plat de résistance Xavier, ce sera avec un médecin, le docteur Ndundumu, qui nous rejoindra dans quelques instants, qui est le secrétaire général du syndicat des médecins du Cameroun, cet organisme, le CIMEC, donc, dont les membres, ou alors les têtes pensantes ont été affectés dans tous les coins du Cameroun. Voilà, ont eu des affectations disciplinaires. Il faut dire que la plupart d'entre eux sont... Celui que nous recevrons est un généraliste, mais la plupart des têtes de ce mouvement-là sont des spécialistes, des neurochirurgiens par exemple, qui ont été affectés dans les coins les plus reculés du pays sud, pour travailler dans les centres de santé intégrés. On en parlera donc avec le docteur Ndundumu et ce sera le plat de résistance d'échange qu'il aura avec Xavier Messé au cours de cette émission. Enfin, on terminera comme tous les vendredis avec la touche charme de l'émission. Florent Barga nous viendra nous parler de l'image de la semaine. Qu'est-ce qu'on a oublié? Rien. Presque tout. On va juste excuser Cabral qui une nouvelle fois n'est pas là ce soir pour des raisons, croyez-le, totalement indépendantes de sa volonté. Nous on marque juste la traditionnelle petite pause pour souffler et on se retrouve dans quelques instants pour entrer dans le vif du sujet. À tout de suite. On est donc de retour sur le plateau de Sans Rancune et on démarre cette émission tout de suite en accueillant l'un de nos invités, celui qui va être là dans quelques instants. Jean-Paul Tchomdou est avec nous. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Paul. Merci d'être notre invité. Je vous présente pas Xavier Messé, que vous connaissez sans doute. Très bien. Que j'ai l'honneur de connaître. Installez-vous. Jean-Paul Tchomdou, je le disais en introduisant l'émission, vous êtes directeur général de In and Out. C'est une boîte de production qui commence à avoir plutôt pignon sur rue au Cameroun. Vous avez quelques productions qui sont qui marchent plutôt bien. Carrière et stratégie qui sont diffusées sur la chaîne locale Canal 2 International. Et là, vous venez ce soir nous parler d'une nouvelle émission que votre maison de production a décidé de produire, excusez le pléonasme. Travelling, elle s'appelle, qui est une émission consacrée aux hommes de médias et aux médias. Écoutez, merci de l'invitation que vous avez bien voulu nous adresser. In and Out, c'est une maison de production créée en septembre 2011. Donc on a en fait nos 5 ans. Quand même, le temps passe vite. Hein. Oui, le temps passe vite. On pourrait même dire 11 ans puisque nous sommes en 2017. Donc, In and Out est né avec un premier produit qui s'appelle Carrière. Carrière qui a été lancé en février 2000. De SDF. C'est une émanation du SDF. Et vous voyez, la proximité avec le SDF et le CPP fait que l'autre a emboîté, Kawala a emboîté immédiatement les pas de Fundi. Et je crois que Fundi a envie de se rapprocher de son électorat. Surtout qu'il y a d'importantes échéances qui approchent. Tout à fait. Alors, nous, on suivra ça attentivement pour vous et vendredi prochain, on vous dira si effectivement ces formations politiques sont allées jusqu'au bout de leur démarche et n'ont pas défilé le 20 mai, ce sera demain, sur toute l'étendue du territoire national au Cameroun. Alors, on a le temps de voir, c'est si proche, on verra ça demain. Demain, on verra demain, effectivement. Ça a tiré encore en Côte d'Ivoire, assez sporadiquement, comme l'a dit Samael dans les cahiers d'actualité, mais ça a tiré quand même, ce qui a inquiété beaucoup de gens. C'est la deuxième mutinerie en l'espace de 5 mois. Oui. D'abord en janvier et là une deuxième fois. La première fois, le président Ouattara a payé. La deuxième fois, il a traîné les pieds 2 jours. Il a fini par payer. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a péril sur le mandat du président Ouattara? Vous savez, lorsque les militaires qui détiennent les armes descendent dans la rue, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter.
Et surtout que cette mutinerie qui a commencé à Bouaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire, s'est rapidement répandue. On pensait, lorsqu'il y a eu le premier versement de l'argent, on pensait que ça allait s'arrêter. Elle s'est poursuivie rapidement à Bouaké, de Bouaké à Yamoussoukro, de Yamoussoukro à Abidjan. Ça a même touché San Pedro. Vous voyez, donc c'était en train de faire une avancée très inquiétante. Et le président Ouattara savait que ces militaires-là avaient dans les rangs de l'armée beaucoup de partisans. Et il a vite fait de prendre une partie de l'armée avec laquelle il a signé un contrat selon lequel cette partie de l'armée s'abstenait de toute réclamation, de toute revendication. Et vous avez vu immédiatement après que le communiqué ait été rendu public, que les armes ont commencé de nouveau à crépiter. Ça veut dire que cette partie de l'armée, les autres, les mutins, ne se reconnaissaient pas en eux. Alors donc, résultat, il a fallu absolument qu'il fasse cette promesse qu'elle a faite. Là, les caisses de Côte d'Ivoire, on nous dit depuis la baisse du prix du cacao sur le marché international, la Côte d'Ivoire peine énormément à financer ces projets. On a justement entendu dire que le paiement de ces 5 millions serait venu de la magnanimité du roi Mohamed VI du Maroc. Ben, vous savez, les chefs d'État ont, dans leurs syndicats, dans leurs relations inter-États, une solidarité qui se manifeste lorsque cela est absolument nécessaire. Mais ce qui est évident, c'est que la Côte d'Ivoire, actuellement, qui peine à payer les fonctionnaires, ne pouvait pas trouver cette manne-là. Elle lui est venue certainement de quelque part. Est-ce un don, est-ce une promesse? Mais ceci dit, le président Ouattara vient d'ouvrir une boîte de Pandore qui a des conséquences, qui aura certainement des conséquences graves, parce que il était dos au mur. S'il ne cédait pas, il ne savait pas jusqu'où la mutinerie allait se poursuivre, on pourrait renverser le gouvernement. S'il cède, il permet, comme il a fait en cédant, il a permis aux militaires de gagner et de savoir qu'ils peuvent demain ou après-demain revendiquer. Alors certains disent déjà qu'il a juste reporté l'échéance fatidique, parce que la prochaine échéance de paiement, c'est à la fin du mois de juin prochain. Oui. On leur a donné 5 millions cette fois, ils attendent 2 millions pour la fin du mois de juin. Il a morcelé en 2 temps, ils vont payer en 2 temps le reste. Est-ce qu'on peut, comme certains observateurs, y voir la main des batailles pour le positionnement de 2020 ? Ben c'est évident. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays qui est complètement balkanisé par des positions politiques. On le sait, les pro-Gbagbo sont restés vigilants, mais ce qui est certain, c'est que les politiques en Côte d'Ivoire n'ont pas une mainmise en tant que telle sur l'armée. L'armée qui a été réorganisée il n'y a pas longtemps. Vous savez, du temps de Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'avait pratiquement pas d'armée. Mais on ne peut pas penser, on ne peut pas dire comme ça de but en blanc que les forces politiques en tant que telles ont une mainmise sur l'armée. L'armée a certainement des options, des préférences. Mais vous parlez de l'armée régulière, Xavier Messé. Or, il s'agit là d'anciens miliciens qui ont été intégrés dans les forces de défense. Mais oui, mais vous parlez des forces nouvelles. Oui. Vous parlez des forces nouvelles. Enfin, je ne parle pas. Je dis que les observateurs disent que... Bon, vous savez, lorsqu'on parle des forces nouvelles qui sont à Bouaké, on voit tout de suite qui est proche de Bouaké ou qui est à l'intérieur de Bouaké. On sait qui a créé les forces nouvelles. On sait la position de cette personne-là aujourd'hui qui n'est pas dans un fauteuil, il est plutôt dans un strapontin. On peut donc dire que le président... Vous trouvez que le président de l'Assemblée nationale, c'est un strapontin?